Donc, merci encore pour cette invitation à faire cet exposé. Donc, merci à l'UQAT et à Suzanne et à la chaire d'entrepreneuriat minier. Donc, comme ça a été mentionné, c'est la deuxième fois que je viens ici. Donc là, je suis content de voir la ville sans la neige, ou la région sans la neige, parce que le choc thermique avait été redoutable la fois d'avant. J'étais passé de plus 30 à moins 30, comme ça, c'était un peu, c'était un peu radical. Alors, pour commencer cet exposé, une image, donc c'est une image de l'usine, à l'époque encore en construction, là elle est à peu près finie, qui est située au sud de la Calédonie. C'est un projet qui s'appelle Goro, parce que c'est le nom du lieu, et l'usine est construite par une entreprise brésilienne qui s'appelle Vale. Au départ c'était Inco qui gérait ce projet, mais Inco a été absorbé par Vale en 2006, je crois. Donc c'est un projet, on y reviendra, intéressant, parce qu'il a eu une histoire courte mais complexe, assez conflictuelle avec les populations locales, et il a donné lieu à la mise en place d'une entente sur les répercussions et les avantages, qui était la première formellement en Nouvelle-Calédonie en tout cas. Ça, on y reviendra. Deuxième point, quand on voit une image comme celle-là, on peut se demander où on va trouver notre anthropologue et qu'est-ce qu'il va faire dans cette espèce de paysage très industriel. Donc ça va être le sujet de cette présentation. Ce qu'on va essayer de voir, c'est quelles peuvent être les contributions de l'anthropologie à la compréhension des situations minières, ce qui joue autour de la question minière localement, pas que localement, mais avec un point de vue quand même localisé, c'est-à-dire autour de projets spécifiques. Et puis on essaiera d'avancer, d'où le titre, médiation, traduction, mon courtage, je ne suis pas sûr que c'est une bonne idée de le mettre là, mais médiation, traduction, en tout cas oui. On essaiera d'avancer vers pas simplement une contribution de type recherche, mais quels sont les différents positionnements que les anthropologues peuvent avoir éventuellement dans des projets miniers. Voilà, je laisse la question complètement ouverte, mais en termes d'expertise, en termes d'accompagnement, en termes de médiation, etc. Donc ce sera un petit peu vers cette direction-là que le propos va tendre. Et pour ce faire, je vais commencer par vous présenter un petit schéma extrêmement simple. Voilà. Donc c'est la situation vue de manière totalement caricaturale, évidemment. On a la mine d'un côté qui a tendance, le point d'interrogation est presque de trop, mais enfin, vous connaissez l'enjeu minier, la façon dont les mines se construisent en quelque sorte, ça se construit comme une enclave. On précisera un petit peu ce que ça veut dire, mais une enclave en tout cas déjà en termes physiques, c'est-à-dire que c'est un lieu d'extraction extrêmement localisé, en général entouré de barrières, donc l'enclave elle est visible, elle est matérielle. On verra qu'elle a d'autres dimensions. Et puis en face, entre guillemets encore, on a la société en général, et on peut se poser la question de savoir quelles sont les relations entre la mine et la société environnante, les différentes parties prenantes, les différents acteurs. Donc voilà, avec une petite question sur, du point de vue des mineurs, évidemment la société est toujours un petit peu embêtante parce que ça les empêche de mener à bien leurs activités sans être dérangés, dans cette logique d'enclave dont je parlais. Donc voilà, on va réfléchir à ces questions-là via différents exemples. Et à partir de là, on peut se demander à quoi sert l'anthropologie. Donc c'est un petit peu ce qu'on va développer là maintenant. Alors je vais faire un petit détour, mais très rapide, du côté de l'Afrique de l'Ouest. C'est un petit peu une façon de dire comment les anthropologues, dans certains contextes, ont en quelque sorte découvert la mine, ou sont tombés sur la mine. Parce que ça joue beaucoup sur la façon dont on peut avoir quelque chose à dire qui soit un peu pertinent, et peut-être un peu différent de ce que disent les autres sur cet enjeu. Donc, l'histoire de la découverte de la mine, enfin c'est très schématique, hein. En Afrique de l'Ouest, alors je me baserai surtout sur des exemples qui sont plutôt burkinabés, maliens, béninois, parce que j'ai plusieurs collègues qui ont travaillé sur ces questions-là, et qu'il se trouve que moi j'ai travaillé assez longtemps en Afrique de l'Ouest. Le point de départ, c'est des anthropologues qui travaillent absolument pas sur l'enjeu minier, qui travaillent dans des zones qui sont des zones rurales, des zones plutôt reculées, assez loin à la fois de la côte, des gros centres urbains, etc. C'est des gens qui travaillaient, c'est un peu les thèmes sur lesquels je travaillais à l'époque aussi, dans les années 2000, qui travaillaient sur des thèmes assez variés, autour des questions de politique locale, de décentralisation éventuellement, beaucoup sur la question foncière, qui est un enjeu important, sur tout ce qui tourne autour des relations interethniques, aussi les relations, c'est pas simplement interethniques, mais entre les locaux ou les villageois autochtones au sens villageois du terme, et les migrants ou les gens extérieurs au village, comment se construisent les relations, etc. Sur les questions de migration rurale, etc. Voilà. Et d'un seul coup, des orpailleurs, alors ça ne veut pas dire que les orpailleurs c'est quelque chose de complètement nouveau, mais c'est vrai qu'il y a eu pas mal d'endroits où ça a pris une ampleur assez étonnante, et des gens qui tombent parfois sur des véritables ruées vers l'or. Et j'ai l'exemple d'une collègue qui travaillait je crois, au sud-ouest du Burkina Faso, Katia Wertmann, une collègue allemande.
elle travaillait depuis pas mal d'années dans un village, et puis, enfin pas mal de temps, pas de façon continue, mais en tout cas depuis assez longtemps. Un soir, il y a deux types là, qui étaient là, qui manifestement n'étaient pas du village, qui avaient l'air de chercher quelque chose. Bon, un événement un peu anodin. Et une semaine après, il y avait 500 personnes qui étaient là en train de chercher l'or partout. Donc il y a des vraies ruées vers l'or. Donc ce qui a intéressé les anthropologues à partir de là, c'est deux choses en fait. Et je pense que c'est, une fois de plus, on est très loin de la BTB ou de la Nouvelle-Calédonie aussi d'ailleurs, mais c'est intéressant par rapport à ce petit schéma que j'ai donné au début, à savoir l'enclave et la société. Première chose, c'est quoi les relations qui vont se construire entre ces migrants, donc ces orpailleurs qui viennent d'un peu partout, qui ne sont pas forcément du même pays. Au Burkina, ça peut être des Béninois ou des Maliens qui viennent, c'est aussi des gens d'autres régions. Donc ils sont vraiment très étrangers à la localité. Donc il va se créer des tas de relations qui sont d'ordre très très divers, de défiance, de confiance, de répulsion. Il y a des conflits qui naissent. Ça pose des questions sur comment ces conflits sont arbitrés, par qui, quelles sont les autorités légitimes, par exemple, pour arbitrer des conflits avec tous ces gens qui viennent de l'extérieur. Ça va poser des problèmes fonciers, évidemment, puisque la mine empiète sur l'espace. Voilà, ça va créer toute une série de questions, pas forcément toujours conflictuelles, hein, mais qui sont des éléments intéressants à observer. Donc les anthropologues vont s'intéresser à ça, puis ils vont s'intéresser à un deuxième point, qui là encore est intéressant. Là, ils vont entrer dans l'enclave, en quelque sorte, et ils vont s'intéresser au fonctionnement de ces campements miniers. Alors certains sont petits, c'est 100, 150 personnes, et puis d'autres sont des gros villages de 1000, 1500 personnes, voire un peu plus. Et là, ce qui est extrêmement intéressant, ce qu'ils vont montrer, c'est que, contrairement à l'image qu'on pourrait avoir, surtout quand on parle de ruée vers l'or, on aura une image de Far West, de gens sans foi ni loi, etc. On s'aperçoit qu'au contraire, ces campements, qui éventuellement ne sont pas des lieux super paisibles, hein, qui peuvent être relativement violents, mais ce n'est pas des lieux dénués de règles. C'est-à-dire que très très rapidement se construit une société locale avec ses règles, avec ce qu'on pourrait appeler son économie morale, c'est-à-dire que les gens, dans leur activité minière, dans leur relation avec leurs patrons, avec leurs collègues, ils ne sont pas en permanence en train d'essayer de blouser le voisin, ils sont aussi pris dans un jeu de normes, de règles, auxquelles les gens obéissent de manière relativement générale. Pas tout le temps, pas tout le monde, mais en tout cas, il y a des règles qui se mettent en place. Ça, c'est un aspect qui est extrêmement intéressant, et là encore, c'est un apport de gens travaillant sur le terrain un peu dans la durée que d'être capable de décrire, de voir ça et de l'analyser. Et puis par la suite, mais là je ne rentrerai pas dans le détail, mais ce qui s'est passé dans des pays comme le Burkina ou le Mali, pas encore au Bénin à ma connaissance en tout cas, c'est que après la phase orpaillage, il y a l'arrivée des juniors, des grosses compagnies multinationales, de l'État, etc. Et ce qui est intéressant là je le dis juste de manière allusive, on y reviendra, c'est que le rôle des anthropologues là va évoluer en fait. C'est-à-dire qu'au départ, c'est des anthropologues très classiques qui travaillent dans des sociétés rurales et puis qui s'intéressent à un nouveau phénomène, on va dire. À mesure que se met en place tout l'appareil lié à la mine, à savoir ces multinationales, etc., tout la nébuleuse d'expertise, de consultance qui se met aussi en place autour de l'enjeu minier, les anthropologues vont aussi trouver une place dans cet espace-là pour faire de l'expertise, pour faire des recherches plus finalisées, pour faire de la consultance. Voilà, on se rapproche comme ça de façon un peu rapide, mais de notre sujet central. Alors, côté Calédonie, on peut voir les choses, on peut dire les choses un peu de la même façon, sauf que l'histoire est différente, évidemment. Il y a deux choses qui sont importantes à dire, c'est, d'une part, les anthropologues se sont intéressés très tardivement à l'enjeu minier, ce qui est un petit peu un paradoxe, parce que la question minière, ça date de la fin du 19e en Nouvelle-Calédonie. C'est une histoire ancienne, en fait. Mais les anthropologues sont restés un peu à l'écart de cet enjeu-là, pour différentes raisons, sur lesquelles je ne reviens pas. Or, ce que je trouve intéressant, c'est pour ça que j'ai pris cette photo-là, en fait. Cette photo, c'est la photo des restes, c'est de l'archéologie minière, là. C'est les restes d'une fonderie de nickel, qui était la deuxième fonderie construite en Nouvelle-Calédonie en 1889, sur la côte sud-est de la Calédonie, dans un lieu qui s'appelle Oroué. Or, ce lieu, on est dans la question de l'acceptabilité sociale, mais version coloniale radicale. Ce lieu était occupé par une tribu. Alors, la notion de tribu, ce n'est pas une notion précoloniale, c'est une entité administrative coloniale. Les gens étaient rassemblés dans des tribus et enfermés dans des réserves. Bon, c'est à peu près la même chronologie qu'au Canada. Pour ça, la loi sur les Indiens, c'est 1876, c'est ça? C'est vers là, en tout cas. Les réserves, etc. Donc c'est un peu la même logique, sauf que la variante calédonienne a été particulièrement radicale. Donc il y a vraiment un enfermement des autochtones Kanak dans des réserves. Et là-dessus arrive, ce qui n'était pas si fréquent que ça, cette entreprise, donc, qui était la SLN, qui existe encore, hein, qui est une des entreprises principales d'extraction minière, enfin,
du nickel en Nouvelle-Calédonie, qui va obtenir de passer à travers la réserve. Donc déjà, les gens, ils ont été enfermés dans un endroit qui n'était pas le leur, avec toute une série de mesures disciplinaires qui les empêchent de sortir. Ensuite, il y a cette entreprise qui arrive, qui construit sa fonderie, donc avec un petit train qui amène le minerai, etc. Donc le résultat des cours, ça va être une forte acceptabilité sociale du projet, à savoir que tout le monde va partir et que la mine va pouvoir transformer son minerai. Je dis de façon un peu provocatrice, mais c'est aussi, on y reviendra, l'acceptabilité sociale, ça renvoie aussi au fait que les gens ne disent rien éventuellement. On a l'impression que... Et résultat des courses, cette fonderie va fonctionner pendant 2 ans et pour des raisons techniques, en fait, elle va arrêter assez rapidement. Alors, ce qui est intéressant, bon, il y a ce moment d'histoire coloniale, mais ce n'est pas exactement notre sujet aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est que les populations de cette zone, qui est la zone de Thio, on va les retrouver là, c'est cette zone-là vue en... La fonderie, elle serait quelque part par là, en fait, elle est un peu hors champ. Les gens vont développer, comment dire, à partir de cet événement fondateur un peu lourd, vont développer une mémoire de la relation à la mine. Et ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que petit à petit, se met en place via des événements qui peuvent être des événements un peu traumatiques, comme celui-là, via aussi le fait que petit à petit, l'exploitation minière va devenir extrêmement présente dans la région, que ça va entraîner d'autres déplacements de certaines des tribus, comme celle de Rouet qui va bouger plusieurs fois, celle de la tribu de Saint-Philippot. Pareil, les flèches, ça représente aussi des déplacements réels liés aux dégâts créés sur l'environnement par la mine. Ça peut être des déplacements liés à d'autres phénomènes. Les gens vont se construire cette mémoire de la mine et donc une compréhension aussi de ce qu'est l'enjeu minier. C'est-à-dire que quand, en 2014, arrive une grosse entreprise de prospection dans la zone, toute cette historique, toute cette mémoire va être convoquée par les gens pour argumenter aussi leur réponse à cette entreprise de prospection minière. Donc il est extrêmement important, et ça c'est vraiment un élément essentiel, ça paraît évident, mais ça peut être oublié éventuellement à la fois par les entreprises et par les pouvoirs publics, mais il est extrêmement important de comprendre qu'une entreprise, quand elle arrive quelque part, elle a des gens qui n'ont peut-être pas forcément une grosse expérience des projets miniers, mais ils ont une mémoire de quelque chose. Et c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. Et si par hasard c'est la mémoire d'une histoire minière extrêmement longue, c'est avec ça qu'il va falloir discuter, avec cette mémoire qui va être plus ou moins transmise, plus ou moins retravaillée, etc., évidemment en fonction des événements ultérieurs. Ce qui est intéressant dans cette zone-là en particulier, c'est que les gens ont reconstruit toute une lecture de la relation à la mine qui est conflictuelle d'une part, et d'autre part très, éclairée à la lumière de la religion. Il y a aussi des alliances très claires entre la mission catholique et les Kanaks face à l'entreprise minière. C'est une configuration assez... que personnellement je trouve assez étonnante. Mais bref, il y a toute une relecture religieuse de la relation à la mine, des moments où les gens ont réussi à s'opposer à un projet pour des raisons, finalement, c'est grâce à l'argument religieux qu'ils y sont arrivés, donc il y a tout un aspect qui est quelque part magique aussi dans la façon de concevoir les choses. Mais bref, c'est toute cette lecture, toute cette compréhension de la relation à la mine que les gens mettent en branle à chaque fois qu'il se passe quelque chose de nouveau, c'est-à-dire à chaque fois qu'il y a un nouvel événement lié à la mine. Et puis, plus largement, on voit que dans un espace comme celui-là, la mine, elle est présente partout en quelque sorte. Pas simplement à l'endroit où on a coupé la montagne en tranches, sachant que cette mine est une mine historique, elle date des années 1880, elle a été exploitée quasiment en continu. Il y a toute l'organisation spatiale, c'est-à-dire le petit village, les logements, tout ça, ça a été construit par l'entreprise minière au départ, qui a joué un rôle de substitut de l'État colonial. C'est-à-dire que l'État colonial était à la fois très brutal, mais en même temps très faible en termes de moyens administratifs et financiers. Donc dans des zones un peu reculées comme celle-là, finalement, c'est la société minière qui joue le rôle de substitut de l'État. Le premier dispensaire, le village, l'école vietnamienne, etc. Voilà, donc c'est tout ça en fait que charrient en fait les populations locales quand arrive un nouveau projet minier quelque part. Toute cette histoire. Et cette histoire, elle est, inscrite dans le paysage aussi. Alors, après, je vais vous présenter une série c'est un peu des flashs comme ça sur des résultats de programmes de recherche qui à chaque fois, on le verra, traitent de questions qui intéressent aussi à la fois les autres acteurs de l'arène minière, à savoir à la fois les industriels, les collectivités, les ONG et les populations locales évidemment. Donc je prendrai des exemples en Nouvelle-Calédonie. Donc je ne vous ai pas dit où c'était la Nouvelle-Calédonie, mais ça vous le savez. Donc c'est à 2 heures d'avion de l'Australie. C'est une île tout en longueur, c'est 400 km de long sur 60 de large à peu près. Et donc on a des gros projets à Goro au sud, Koniambo au nord, et puis à côté de Nouméa, il y a l'usine de la SLN de transformation du nickel.
Donc ça, c'est des terrains sur lesquels je travaille avec des collègues de la même équipe. Et puis sinon, je vais utiliser aussi des travaux réalisés par d'autres collègues avec qui je suis en contact régulier sur la Papouasie et la Papouasie indonésienne. C'est-à-dire que l'île est divisée en deux. La partie est est indépendante depuis 1975 et la partie ouest a été recolonisée par l'Indonésie en fait dans les années 60. Il y a aussi des enjeux miniers aussi, Salomon, à Fidji, enfin, il y a pas mal de... La question minière est très présente dans cette zone-là. Juste, si jamais, soit je vais trop vite, soit il y a des trucs qui ne sont pas clairs, etc., ou soit vous avez envie de poser une question à un moment donné, vous n'hésitez pas à m'interrompre, on n'est pas obligé de garder toutes les questions pour la fin de la présentation. Donc, voilà, je vais prendre 4 exemples liés à de la recherche en Calédonie. Premier exemple, il y a eu un projet qui est en train de se terminer sur tout ce qui tourne autour des, toutes les transformations ou le changement social, politique, économique lié à la présence de l'activité minière dans une localité. Donc on peut condenser ça autour de l'enjeu de la gouvernance. C'est quelles sont les régulations qui se transforment ou qui se mettent en place en lien avec le fait que l'activité minière devienne importante, voire dominante dans un endroit donné en fait. Donc ça nous a amené à nous intéresser à différentes choses. Évidemment à des enjeux très directs, c'est-à-dire d'entrepreneuriat, d'emploi local, à des enjeux de structuration de la société face à l'enjeu minier. Est-ce qu'il y a des organisations environnementalistes, écologistes ou autres qui se mettent en place, ou des comités autochtones. Donc ça renvoie à tout l'aspect mobilisation ou action sociale face à l'enjeu minier. Ça renvoie à d'autres aspects. Ça renvoie par exemple aussi à toutes les reconfigurations en termes d'autorités locales, en particulier les autorités coutumières, qui, face à l'enjeu minier, peuvent adopter des stratégies diverses, mais ce qu'on constate en tendance, et il me semble que là, il y aurait des comparaisons peut-être à faire avec le Québec, c'est qu'il y a une espèce de mise aux normes, en fait, des autorités coutumières qui se mettent aux normes du développement. Il y a une tendance à l'harmonisation des statuts, à un côté de plus en plus juridique aussi dans quelles sont les véritables responsabilités de telle autorité coutumière. S'il y a des actes qui sont signés, ils prennent une valeur légale de plus en plus forte. Donc le droit entre de plus en plus dans ce domaine des autorités coutumières. Et c'est vraiment une réponse assez directe à la présence de cet enjeu de développement fort. Voilà, donc on a un premier programme, là je ne rentre pas dans le détail, mais qui, à travers cette analyse, une fois de plus, qui est à la fois politique, économique, sociale, de ces transformations sociales, dit des choses en termes de gouvernance, c'est-à-dire sur des effets qui sont plus larges que simplement l'enjeu minier directement, mais c'est tous les effets de bord en quelque sorte qui sont mis en mouvement par l'arrivée de la mine. Alors plus spécifiquement, là on est plus sur une thématique qui est économique en fait, question de développement économique, mais on s'est beaucoup intéressé à la question de la sous-traitance, c'est-à-dire qu'autour des projets miniers se met en place tout un tissu de petites entreprises locales. Ce qui est intéressant en Nouvelle-Calédonie, c'est de constater que dans les années 60-70, il y a eu un premier boom du nickel très très fort, avec une migration forte en provenance de France, etc. Toutes les entreprises de sous-traitance locales étaient tenues par des Européens métropolitains, en gros. Il y avait quelques Calédoniens blancs, mais assez peu, et il y avait zéro Kanak. Et à partir des années 80, ça a commencé à changer, sous la pression aussi de mouvements sociaux indépendantistes très 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 forts, très militants. Et maintenant, on a vraiment tout un tissu entrepreneurial, Kanak, sous-traitance, par rapport à l'enjeu minier. Alors là, ce qui est intéressant, c'est de voir comment ça marche. C'est-à-dire que, première chose, on constate qu'il y a le développement d'un entrepreneuriat Kanak, ce qui n'allait pas de soi au départ. Parce qu'on avait une économie traditionnelle, relativement peu monétarisée. L'idée d'accumulation individuelle, par exemple, n'était pas une idée existante en quelque sorte, mais on s'aperçoit que ça se met en place, mais qu'en même temps, ça vaut le coup de regarder exactement comment ça marche. C'est-à-dire que les entrepreneurs qui émergent, ils n'ont peut-être pas la même allure que des entrepreneurs en France, aux États-Unis ou au Canada. Ils rentrent dans une logique économique un peu différente. Il y a de l'accumulation, mais il y a de la redistribution. Il y a une façon de construire des entreprises qui ont aussi, par exemple, une motivation très politique. C'est-à-dire, on construit une entreprise, mais dans cette entreprise, il y aura des membres de tous les clans de la tribu pour que ce soit réparti équitablement. Et donc, la redistribution en termes d'emploi, en termes de bénéfices éventuels, essaye de se faire relativement équitablement. Ce n'est pas forcément uniquement comme ça que ça marche. Il y a aussi des entreprises beaucoup plus qui ressemblent plus à un modèle entrepreneurial occidental, on va dire. Mais là encore, on s'aperçoit qu'il y a des différences. C'est pas des individus, c'est souvent des petits groupes. C'est-à-dire, c'est un espèce de micro-réseau, une fratrie, par exemple,
Et là, on a des trajectoires vraiment d'accumulation qui sont très très nettes, mais pas à un niveau purement individuel, à un niveau un peu plus large que ça. Donc ce qui est intéressant là, c'est d'essayer de voir exactement comment ça marche. C'est-à-dire une fois qu'on a constaté d'une part un phénomène, l'émergence d'une entreprise ou d'un entrepreneuriat de sous-traitance minière, c'est après se demander quelle logique économique sous-tend ce développement. On est encore sur des enjeux très clairs de développement qui peuvent intéresser les politiques publiques en particulier. Oui, pardon. La sous-traitance comme interface sociale, la sous-traitance Canac, c'est vu comme un facteur d'acceptabilité sociale? C'est-à-dire que, moi, acceptabilité sociale, j'ai beaucoup de mal avec le terme, mais je vois ce que tu veux dire. D'un certain point de vue, l'idée d'interface sociale, c'est qu'il y a la mine, il y a la société locale, et effectivement, la sous-traitance se situe là. Et le fait que, et c'est là que c'est intéressant de voir, effectivement, on peut, du point de vue, pas du chercheur, mais plus du point de vue des décideurs au sens large du terme, on peut réfléchir à ça en termes d'acceptabilité sociale. Ça me paraît complètement légitime, évidemment. La sous-traitance devient le lieu où s'articule un peu la mine avec la société locale. Et justement, le fait d'aller voir un petit peu dans le détail comment ça fonctionne, c'est-à-dire est-ce qu'il y a de l'accumulation économique, comment elle se produit, comment elle est redistribuée, en fonction de quels critères, etc. Quels sont les principes un peu de justice sociale ou de motivation politique qui sont invoqués, au-delà de la sphère économique. Tout ça, ça permet de comprendre justement comment l'articulation se fait entre la mine et la société locale. Et effectivement, ça devient une question de politique publique quand on y pense en termes d'acceptabilité. On peut se dire, s'il y a ce tissu d'entreprise qui se construit autour d'une mine, c'est que de facto, il y a une forme d'acceptabilité sociale qui s'est mise en marche. Alors ce qui est intéressant, c'est que derrière cette acceptabilité sociale, c'est pour ça que le terme est très, très réducteur forcément, il y a un projet politique, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs canaques qui disent, nous, on construit l'entreprise parce qu'on construit l'indépendance. Donc ils ne sont pas dans une logique purement économique. Mais le raisonnement, c'est de dire, il faut qu'on ait une économie dont on ait le contrôle pour qu'on puisse justement arriver à cette indépendance. Donc on voit l'imbrication entre l'économique et le politique, en fait. Donc c'est une acceptabilité sociale, mais c'est une réinterprétation par les Kanaks de l'enjeu aussi. Oui. J'étais un peu comme mal à l'aise avec le terme, je le comprends parce que la définition de total. C'est bien peser sur le bouton pour que les gens nous entendent. Gardez le doigt dessus. Oh, c'est bon. C'est ça, comme peut-être vous apparaît flou le terme acceptabilité sociale, puis avec raison, parce que la définition n'est pas claire. Quel terme vous utiliseriez, vous, ou comment c'est décrit dans ces contrées-là? Ben, en fait, je pense que je rejette pas le terme d'acceptabilité sociale, mais je pense que quand on est dans une démarche, à un moment donné, plutôt de recherche, c'est-à-dire il s'agit d'écrire des phénomènes, de les identifier, de les comprendre, de proposer une interprétation, je pense que là, le terme-là, il ne sert pas à grand-chose, en fait. Ce qui est plus intéressant, c'est de se demander comment les acteurs locaux, donc Canac, le maire de la commune, etc., ou le chef de mine aussi, réinterprètent, en fait, comment ils comprennent l'enjeu et comment ils s'en saisissent pour en faire quelque chose d'individuel ou de collectif. Après, il faut justement analyser tout ça. Donc, en termes de description, d'analyse, le terme d'acceptabilité sociale, il n'est pas très utile, en fait. Il n'aide pas à comprendre grand-chose. Par contre, se dire les acteurs comprennent les choses en fonction de leurs expériences précédentes et ils vont développer des stratégies en fonction de leurs attentes, de leurs projets, etc. Donc, ils réinterprètent une situation en fonction d'un certain nombre de... Une fois de plus, c'est une espèce de logique temporelle double. Ils interprètent la situation en fonction de leur passé et de leur projection dans l'avenir, en fait. Donc ça, c'est plus... Alors après, une fois qu'on a vu tout ça, une fois qu'on a fait tout ce détour, qui peut être un peu long, on peut se reposer la question de l'acceptabilité sociale, mais plutôt en termes de qui emploie ce terme-là et en fonction de quels enjeux. Il faut le replacer dans ce contexte-là. Qui est porteur de ce terme-là? Est-ce que les Kanaks emploient ce terme-là? Bon, il se trouve que non. Est-ce que le maire de la commune l'emploie? Oui ou non? Est-ce que l'entreprise minière l'emploie? Peut-être que oui. Donc là, ça devient intéressant, c'est de se poser la question de savoir, en termes d'argumentaire, est-ce que ce terme-là est employé et à quelle fin? L'autre question que j'aurais pour vous, c'est comment ça fonctionne dans ces départements-là d'outre-mer, dans le sens que, est-ce qu'une fois que la mine a eu tous ses permis, ben c'est comme un acquis que le projet se fait, ou le volet comme l'espèce de licence sociale, elle doit aussi, j'imagine que toute la réglementation française pour les CPE et tout prend en compte l'espèce de consultation des gens et tout, puis s'il y a un avis favorable de la commission d'enquête ou
avec l'avis de la commune, le projet se fait. Est-ce que c'est comme ça que ça marche? C'est pas directement la loi minière française qui s'applique en fait, parce que c'est un territoire qui a une très très forte autonomie par rapport aux compétences de développement, environnement et compétences minières. Alors la compétence minière c'est super compliqué parce qu'il y a une agence qui s'appelle la DIMINC, donc c'est la direction des mines et de l'énergie de la Nouvelle-Calédonie, qui est une agence déjà hybride parce qu'elle est à la fois État français et gouvernement de la Calédonie, sachant que le gouvernement a déjà une forte autonomie. Et en même temps, elle reprend à son compte des missions ou des compétences qui sont dévolues aux provinces normalement. Il y a 3 provinces, Nord, Sud et les îles Loyauté. Donc c'est une instance qui switch un petit peu entre ces 3 niveaux, donc c'est un truc assez, assez particulier. Mais quand on discute avec les gens, qu'on essaie de les pousser un peu, ce que j'essaie de faire en ce moment sur différents sujets, on voit bien que derrière ce positionnement un peu compliqué à différents niveaux, c'est un peu l'État, c'est moi, quoi. Il y a quand même ce côté très État français. D'ailleurs, le profil des directeurs de la DIMINC, c'est toujours des ingénieurs des mines, etc. Enfin, c'est vraiment typiquement la technocratie française d'État. Enfin. Donc voilà. Donc il y a un code minier spécifique à la Nouvelle-Calédonie qui est très récent. En fait, on était dans un espèce de quand même relative vide juridique sur justement ces questions de permis, etc. Il y a eu pas mal d'évolutions. Ce qui fait peut-être la particularité de la situation, c'est qu'il y a un historique très ancien, c'est-à-dire que tout le territoire est couvert de permis depuis 100 ans quasiment. Alors il y a eu une époque, des grosses spéculations, etc. Il y a eu quand même des régulations qui évitent qu'il y ait trop de spéculations sur les permis. Il y a des règles aussi sur le fait qu'il faille les mettre en valeur de temps en temps pour pouvoir les conserver. Enfin, il y a une réglementation, mais on n'est pas exactement dans la situation où il y aurait des nouveaux permis. Il faudrait les justifier via des consultations, etc. Donc ça rend la situation un petit peu particulière. Donc les zones dont je parle, la Thio, là sur la côte est, c'est des zones où les mines existent depuis extrêmement longtemps. L'enjeu des permis, a priori, voilà, il y a une espèce de continuité. Mais ceci dit, il y a en ce moment toute une zone là, un petit peu plus au sud de la zone là dont on voit les photos là, où il y a un retour de grosses entreprises qui se remettent à prospecter dans des espaces qui ont été exploités par le passé, donc il existe des permis, etc. Mais là, ils sont rentrés dans des consultations avec les autorités locales, enfin, plutôt un échelon très très localisé. Ils ont plutôt tendance à contourner la commune, par exemple, ce qui est assez significatif. Voilà, donc c'est un peu ça la situation. Je ne sais pas si j'ai complètement répondu à la question. Alors, sous-traitance, le troisième point, c'est tout ce qui tourne justement, enfin il y a des conflits à d'autres endroits, mais la production des accords locaux entre communautés et industrie a beaucoup à voir avec des conflits en général. Il y a un moment de conflit et donc il faut se mettre autour de la table et négocier quelque chose. On est rarement dans des situations où d'emblée on va dire tiens on va faire un accord local et puis bon ça existe aussi hein, mais en tout cas dans les cas néo-calédoniens c'est vraiment très frappant. Donc ce qui est vraiment très significatif là-dedans, il y a plusieurs choses. C'est comment ces accords qui sont très bilatéraux en fait, c'est le même principe ici, hein, et le bilatéralisme, c'est-à-dire l'espèce d'enfermement dans une relation industrielle-communauté, ça a à voir avec notre logique d'enclave dont je parlais tout à l'heure, sauf que c'est pas au niveau matériel, l'enclave minière, là où on extrait le caillou, c'est au niveau institutionnel, c'est-à-dire on construit une enclave en s'extrayant au maximum de l'influence des pouvoirs publics et en rentrant dans une négociation bilatérale. Donc le cas de Goro, là dont on a vu l'image tout au début, c'est un cas très emblématique, c'est-à-dire que il y a eu le passage Inco-Vallée, qui a entraîné un espèce de flottement un petit peu dans la situation. Il y a eu des très très grosses mobilisations locales avec un comité autochtone qui s'est organisé, structuré très fortement, qui est venu au Canada d'ailleurs faire des missions d'études pour voir un petit peu comment les leaders locaux géraient leurs relations avec Inco, qui allait ailleurs aussi. Hein, donc il y a tout un enjeu international aussi dans le fonctionnement de ces leaders coutumiers autochtones. Et donc ils sont arrivés à un accord qui excluait assez largement en fait tout ce qui est étatique, c'est-à-dire le niveau provincial, le niveau gouvernement, etc. En même temps, on s'aperçoit que par le biais aussi du fait que ces accords ils sont écoutés, c'est-à-dire les gens dans d'autres communautés vont suivre un peu ce qui se passe, ils participent, ils diffusent, en tout cas l'idée de ces accords peut diffuser localement, d'une localité à l'autre, et puis d'autre part on peut les considérer aussi comme des éléments de production d'un bout de politique publique. Parce que certains des éléments inclus dans ces accords ont pu être repris après au niveau de la production des politiques publiques. Donc ce qui est intéressant à considérer, c'est à quel point ces accords sont compréhensibles, analysables en termes de politique publique. Même si a priori on est dans un domaine très circonscrit, qui est celui du contractuel en fait.
c'est quasiment le droit des affaires. Enfin, c'est vraiment la relation entre l'industriel et sa communauté locale. En fait, on s'aperçoit que c'est plus compliqué que ça. Et ça l'est aussi pour une autre raison, et là encore, je crois que ça fait quand même écho avec la situation québécoise, c'est que les industriels tombent sur des gens qui leur expliquent qu'au fond, l'enjeu, il n'y a pas un enjeu, par exemple, de propriété foncière. L'enjeu, c'est la souveraineté. C'est-à-dire, les gens, ils disent, mais nous, on veut conserver le contrôle sur les ressources, qui sont les ressources de notre territoire, parce que c'est un territoire ancestral, on y a toujours été, et que par conséquent, on est légitime à avoir un droit de regard là-dessus. Donc il y a aussi un gros malentendu qui s'instaure éventuellement, enfin qui est levé assez rapidement via quelques barrages et négociations, mais il y a un malentendu qui s'instaure sur la compréhension de pourquoi les gens bougent en fait. C'est-à-dire que l'industriel, il est là très légitimement pour dire moi je suis là pour faire mon activité d'industriel, pour extraire du minerai, le transformer, etc. Et en face, il y a des gens qui disent non, on n'est pas là juste partie prenante. Ça c'est une façon, c'est un terme aussi qui est très situé, c'est comme acceptabilité sociale. C'est un terme qui réduit les gens à être partie prenante d'une entreprise, enfin d'une entreprise au sens d'une initiative qui va être d'extraire du minerai quelque part. Et les gens, ils ne sont pas partie prenante, ils sont les souverains de l'espace. Là. Donc ça déplace complètement en fait la discussion. Et donc c'est des enjeux de politique publique évidents. Et puis le dernier exemple aussi, c'est là on revient un petit peu, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on revient un petit peu sur ce que je vous disais de manière très très rapide sur la façon dont les gens se construisent une mémoire et un récit en fait de leur relation à la mine. Ça vaut très fortement pour la question de la valeur des lieux, la valeur du foncier, la valeur de la terre, le lien à la terre. Et là, ce que je trouve intéressant, c'est que ce petit projet-là, c'est un petit projet en termes de financement et de durée. En fait, le point de départ, c'est une demande des industriels. En gros, les industriels, comme dans beaucoup de situations, ils disent, bon, on essaye de bien faire, de comprendre qui sont les propriétaires locaux, etc. Mais il y a toujours un moment donné, même si on a essayé de bien faire les choses, où il y a un type qui sort de la brousse, qui explique, non, ici c'est chez moi, etc. Donc on l'a pas vu venir, on est embêté. D'un seul coup, on a un site qui devient un site sacré, alors qu'on pensait qu'on l'avait à peu près répertorié. Bref, prenons l'idée que les industriels là sont de bonne foi, ils ont essayé de bien faire leur boulot, et ils ont besoin en fait de grilles de lecture pour les aider. En fait, ça c'était la demande des industriels pour ce projet. Derrière cette demande explicite, et que moi je trouve personnellement très, très légitime, il y avait une demande implicite qui était, qu'ils n'ont jamais explicité complètement, mais qui était quand même là un petit peu en arrière-plan, c'est derrière en plus de cette grille de lecture, ce qu'on aimerait bien avoir, c'est une grille de compensation, c'est-à-dire de comprendre, d'avoir une espèce de grille de conversion monétaire en quelque sorte, pour savoir de combien on dédommage en fonction des dégâts, en fonction des lieux, etc. Bon, ça on leur a expliqué que c'était pas la peine de rêver à ça, que ça n'avait pas de sens en fait. Mais par contre, ça valait franchement le coup d'aller voir du côté justement des gens locaux pour savoir comment, sur la base de quels critères ils accordent une valeur ou une autre à un espace donné. Donc c'est une espèce de géographie un petit peu des lieux de valeur. Alors les critères sont diversifiés. Justement, on n'est pas forcément dans de l'économique ou du monétaire. On peut avoir une valeur symbolique, religieuse, historique, ou une valeur d'usage. C'est un lieu où il y a des poissons, c'est un lieu où on va cultiver, etc. Alors il y a certains espaces où on peut imaginer arriver à une conversion monétaire, puis d'autres c'est clair que non. Donc ça c'était une première entrée. L'autre entrée, et que je trouve vraiment extrêmement à la fois productive mais super difficile à manier, en particulier pour des prises de décision, c'est que l'autre entrée c'est par les événements. C'est de dire, quand il y a un événement, alors l'événement ça peut être l'arrivée d'un prospecteur minier dans une zone, ça peut être l'obligation d'avoir des régulations autour des sites miniers. Ça peut être aussi un événement climatique ou un accident style grosses inondations qui vont créer, toute une série de dégâts environnementaux et éventuellement une mobilisation sociale autour de ces dégâts. Quand il y a ce type d'événements, donc c'est des types très variés, se crée un peu une espèce de reconfiguration des valeurs accordées aux espaces. Soit c'est des espaces auxquels on ne pensait pas et on se met à y penser, soit d'un seul coup ces espaces prennent une valeur particulière parce que tout le monde s'y intéresse. Donc on voit bien que la valeur des espaces, et donc, c'est des enjeux après une négociation sur des questions de compensation, etc. C'est des enjeux pratiques auxquels se font face les industriels au quotidien. Ces questions de compensation vont être informées par des choses compliquées, c'est-à-dire le fait que la valeur des espaces, d'une part, on ne peut pas trouver un équivalent monétaire, donc il faut négocier sur qu'est-ce qu'on va faire, négocier avec en tête la possibilité que les gens refusent totalement qu'il y ait de l'exploitation à tel endroit. Et puis d'autre part, il faut savoir que le fait qu'il y ait cet événement, c'est-à-dire l'arrivée de la mine, ça va reconfigurer les choses en fait. Les choses ne sont pas complètement stables aussi. Ce qui veut dire aussi, c'est que même si un accord est signé, il peut très bien être remis en cause
pas parce que les gens ont envie de remettre en cause, mais juste parce que légitimement, il y a tel groupe qui n'aura pas été concerné à un moment donné. Enfin, les choses bougent aussi par rapport à la valeur attribuée à un espace. Et donc par rapport à des questions de compensation. Donc on est à la fois dans des questions de recherche qui sont un peu comme ça, qu'on peut trouver peut-être un poil ésotérique, mais en tout cas assez complexes, qui demandent de la recherche de terrain, etc. Et en même temps, on est complètement dans des questions quotidiennes pour les entrepreneurs miniers. Voilà. Donc je vais reprendre une deuxième série d'exemples. Quelle heure il est? Ça va. Quand même que j'active. Une deuxième série d'exemples qui va nous rapprocher là encore justement des notions qui sont employées comme celle d'acceptabilité. Première idée, et là je prends des exemples qui sont à la fois calédoniens, toute la série précédente c'était uniquement calédonien, là je vais mixer des exemples calédoniens et de Papouasie, Nouvelle-Guinée et Papouasie occidentale. Premier point, c'est qu'on constate quand on analyse les conflits, la façon dont les gens se mobilisent par rapport à un enjeu minier, si jamais ils ne sont pas d'accord, sur telle ou telle chose, sur le projet en lui-même ou sur la façon dont il est mené ou sur certains de ses effets, on s'aperçoit que les gens utilisent des modes d'action qui sont extrêmement divers, on s'en doute un peu, mais ils sont divers et ils peuvent être utilisés en même temps. C'est-à-dire que, là encore, par rapport à l'idée de l'acceptabilité, où on pourrait imaginer que plus c'est violent, ça veut dire moins l'acceptabilité est forte, et inversement, si la violence décroît, ça veut dire que l'acceptabilité augmente. On pourrait imaginer une espèce de corrélation un peu linéaire. En fait, c'est pas possible d'imaginer ça, parce que les gens vont en même temps monter un barrage et balancer des cailloux sur les CRS, et aller négocier avec le chef de l'entreprise. Et éventuellement intenter une action en justice. Donc, ils mobilisent différents types de registres au même moment. Donc, c'est difficile de savoir à quel point le moment le plus violent est peut-être le moment aussi où les gens sont le plus près d'accepter un projet et d'y voir un intérêt, mais ils essayent de pousser la négociation dans une certaine direction, par exemple. Donc, il n'y a pas de corrélation linéaire entre l'intensité de l'action des populations locales et l'acceptabilité. C'est une corrélation inverse qu'on pourrait imaginer. C'est extrêmement difficile de penser en ces termes-là. Une fois de plus, parce que les gens développent des registres très très différents. Et là aussi, le poids des mots est important. C'est-à-dire, là, je prenais cette notion d'acceptabilité, mais dans le cas de Goro, ce que j'ai trouvé très, très fascinant, en fait, c'est qu'il y a un mot qui est devenu extrêmement central dans la négociation, c'est le mot développement durable. Alors, c'est pas tellement sur le contenu, ça, à la limite, tout le monde s'en tape, C'est pas la question. C'est que développement durable, c'est le mot qui permettait aux autochtones et à l'industriel de se comprendre. C'était un terme commun. Et ça a permis autre chose, ça a permis aux comités autochtones de virer les écologistes qui n'étaient pas du tout sur le registre développement durable, mais plus sur un registre environnemental plus radical, on va dire. Donc le poids des mots, c'est ça aussi, c'est utiliser un mot qui devient le mot qui va permettre d'arriver à un accord entre certains et d'exclure d'autres. Donc voilà, le développement durable, ça sert à ça aussi. Il faut savoir ça aussi. Alors il y a un autre aspect que je trouve intéressant, et là aussi on est à la fois dans des points d'anthropologie fondamentale et en même temps dans des enjeux de négociation entre entreprises et populations locales, c'est comment s'organisent toutes les questions de rapport au territoire, lien à la terre, etc., aux organisations sociales. Et là il y a plusieurs exemples, en particulier en Papouasie, qui montrent bien que, voilà, premier exemple, l'entreprise arrive, un peu comme celle dont je parlais tout à l'heure pour la Calédonie, ils essaient de bien faire les choses, ils embauchent des escouades d'anthropologues pour aller trouver où sont les limites des différents clans propriétaires de la terre et tout. Ils arrivent à une cartographie avec des listes de gens, donc ils peuvent aller voir les gens, puis leur dire voilà, nous on va faire la mine à cet endroit-là, ou vous êtes sur cet espace-là, puis là on commence à discuter sur la compensation, etc. On pourrait dire, d'un certain point de vue, bon, les choses sont faites bien, dans les règles en plus, légalement. Mais en fait, ils tombent sur des gens qui leur disent « Ah non, 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 le foncier chez nous, c'est pas du tout comme ça que ça marche. Nous, on est un ensemble de clans, mais on est unis par un réseau rituel, en particulier par toute une série de cavernes souterraines, etc. Voilà. Vos interlocuteurs, c'est ce réseau de clans. Alors certains sont à 50 km de la mine, mais peu importe, c'est ça le vrai interlocuteur. Donc d'un seul coup, l'entrepreneur se trouve, là encore, on est dans une situation de malentendu complet. Pour lui, le foncier, c'était des clans avec des propriétés foncières et puis des limites. Et puis ils tombent sur des gens qui leur disent « Ah non, non, c'est pas du tout ça, c'est autre chose, c'est un réseau rituel qui est très très délocalisé, il n'y a aucune frontière délimitable facilement, etc. » Là encore, il faut rentrer dans la négociation, etc. Mais on voit bien que ça complique singulièrement les choses pour l'entrepreneur. Là où ça les complique encore plus, ou pas forcément d'ailleurs, ça ne complique pas nécessairement, c'est que dans certains cas, les populations locales vont avoir un discours qui va être le discours attendu en quelque sorte.
Ils vont laisser de côté tout le côté super rituel et tout, très exotique, parce ils se disent, et c'est documenté ça, ils se disent, de toute façon, les entrepreneurs, d'une part, ça les intéresse pas, et d'autre part, ils vont rien comprendre, donc c'est pas la peine de leur parler de ça. On va leur dire, nous, c'est nous, là, on est là, notre emprise sur l'espace, c'est à peu près ça, donc on discute de la compensation. Donc ils vont, de manière très stratégique, laisser de côté certains éléments qui, pour eux, sont complètement centraux, éventuellement. Ou alors, ça c'est observé de façon assez massive en Papouasie-Nouvelle-Guinée, c'est on observe l'émergence d'une espèce d'idéologie, on va dire, propriétariste. C'est-à-dire que les clans locaux, ils vont rentrer dans cette logique, ah oui, le foncier, il faut des limites, il faut un clan, chef de clan, ok, ben on va faire ce que vous attendez. Et puis ça va nous permettre de rentrer dans la négociation. C'est un peu comme l'emploi du terme développement durable tout à l'heure qui permettait vraiment d'articuler une négociation entre une communauté locale et une entreprise. Là, c'est ok, on a des clans, on a des limites foncières, on est propriétaire et vous nous compensez tout ça. Donc là, on est on n'est même pas dans le fait de stratégiquement laisser de côté certains aspects de l'organisation sociale. On est dans une transformation radicale. Parce que ça a des effets. C'est pas juste tactiquement à un moment donné pour récupérer du pognon. C'est aussi que ça va avoir des effets, c'est-à-dire que ça va créer aussi ces propriétés foncières, ça va créer ces propriétaires, ça va changer radicalement le statut ou le lien que les groupes sociaux ont à l'espace foncier. Donc c'est ça aussi qui peut jouer dans ce genre de situation. J'ai une question. Oui. En fait, j'en ai deux. C'est pas. C'est parce que c'est vraiment complexe ce que tu nous dis là. Puis, tu sais, essaye de voir pour une compagnie minière qui arriverait dans un territoire comme ça, la recommandation que tu ferais, c'est vraiment de travailler avec des spécialistes locaux parce que on peut avoir notre perception, comme tu dis, que la propriété est reliée au foncier, mais c'est pas du tout ça, comme ça que ça fonctionne. Donc, ça prend des gens vraiment locaux qui peuvent t'aiguiller sur la bonne façon de faire, comme ceux qui étaient reliés par des cavernes et tout ça. C'est vraiment pas évident, autrement, comment s'y retrouver. Ah oui, non, mais ça, le problème, c'est qu'il n'y a pas une seule réponse, quoi. Parce que justement, il y a d'autant moins une seule réponse que les gens en face, c'est un peu une façon schématique de dire, mais en tout cas les communautés locales, ils vont pas forcément tous adopter le même genre de tactique. Et dans ce que je disais tout à l'heure, il y a celles qui vont accentuer la différence en disant non, on n'est pas comme vous croyez, et les autres qui vont au contraire laisser de côté la différence pour rentrer en négociation. Donc on peut avoir des situations extrêmement diverses. Je pense que pour l'entrepreneur, en fait, il me semble que la rationalité de base, c'est il faut que ça fonctionne avec le minimum de conflits pour que l'exploitation minière puisse se faire. Après que cette négociation se base sur une représentation totalement fictive de la réalité, au fond, c'est pas tellement le problème de l'entreprise. Donc c'est pas une réponse complètement satisfaisante, je suis d'accord. Hein. Mais après, l'autre réponse qui serait peut-être plus satisfaisante, mais en même temps c'est ce que font certaines entreprises, c'est d'embaucher effectivement des anthropologues, ou des sociologues, ou des historiens, pour comprendre un peu mieux quand même là où ils mettent les pieds. Voilà, je pense que quand même le minimum c'est ça. Il faut quand même faire cet effort-là de savoir où on met les pieds, quoi. C'est une question de respect aussi, c'est-à-dire qu'une fois de plus, en termes de rationalité économique, c'est peut-être pas la peine. Encore que sur la durée, ça dépend si on veut s'implanter sur 5 ans ou sur 50 ans, quoi. Sur 5 ans, on peut se permettre d'être dans un truc très très approximatif. Sur 50 ans, à un moment donné, ça va rejaillir. Donc, Et puis, ce qu'il faut savoir aussi, je pense, c'est que ce que je disais plus ou moins tout à l'heure, je crois, c'est que de toute façon, même si on arrive à un accord, même si on a bien fait les choses, même si on a respecté les gens, même si tout s'est passé correctement, il faut savoir que cet accord, il peut être remis en cause pour des raisons qui ne sont pas forcément dramatiques, mais c'est normal, c'est la normalité d'un accord d'être remis en cause à un moment donné, c'est pas non plus éternel les accords. Donc il faut avoir une capacité aussi à répondre à des évolutions, il faut avoir une capacité de suivi, donc, d'analyse. Donc là, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de comprendre la société où on veut s'implanter à l'instant T, au moment où on veut s'implanter. Il s'agit de pouvoir se donner les moyens de continuer à la comprendre, donc d'avoir des espaces aussi de négociation, discussion, suivi, etc. Ça renvoie à tous ces aspects des choses. Et là, je pense que quand je dis ça, c'est très concret. Alors après, comment on organise ces espaces, il y a plein de façons de le faire. Hein. Mais pensez à ça, à savoir, c'est pas parce qu'on est arrivé à un accord à un moment donné que tout ça est définitif. Déjà, rien que ça, je pense que c'est un truc essentiel. Et ça renvoie à des enjeux de construction, de forme de suivi, en fait. Donc, d'instance, de dialogue. Voilà. Et bon, là, j'y reviendrai peut-être à la fin, mais je pense que ce dialogue, il ne doit pas être bilatéral uniquement entre la communauté et l'entreprise. Il doit impliquer des tiers. Que ce soit l'État, la société civile, ça c'est à voir, quoi.
Ma deuxième, c'était concernant le terme développement durable tantôt, quand tu as dit que c'était comme le point de rapprochement ou le point commun, ça me surprend que tu me dises ça, parce qu'habituellement, quand on parle d'activité minière, on ne s'entend pas sur le mot durable, parce qu'une activité minière, ça a un début puis ça a une fin, un gisement, ça a toujours un début et une fin. On essaie qu'il y ait des retombées durables comme la compétence des gens, l'expertise, mais j'aurais pensé que c'est plus un terme qui aurait divisé qui aurait uni. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur comment ça a réussi à unir? Ben oui, parce que en fait, le truc, c'est que si ça réussit à, comment dire, si ça a aidé à arriver à un accord, ça ne veut pas dire que l'industriel et les autochtones se sont entendus de façon très claire et définie sur le sens du mot. Je pense qu'il fallait surtout pas s'entendre sur le sens du mot. C'est le fait que ce soit un peu polysémique, justement, qu'il y ait plusieurs sens possibles, qui fait que ça marche. Ça a permis de dire, en gros, ça a permis de dire un truc assez simple, c'est, nous autochtones, bon, ok pour le projet, mais on veut qu'il y ait des retombées économiques qui soient satisfaisantes pour nous. En même temps, on veut avoir un certain contrôle sur l'environnement, etc. Alors, personne n'est dupe sur le fait que le rapport de force est ultra inégal et que l'entreprise, d'ailleurs, elle en est à sa 3e fuite d'acide sulfurique dans les rivières, enfin, ça marche pas super bien. Mais il y a quand même eu la mise en place d'un conseil consultatif coutumier environnemental, d'une fondation qui finance des micro-projets, etc. Enfin, c'est un package assez habituel en même temps. Mais le mot développement durable a permis d'arriver à ça. Alors que les écologistes, justement, avec qui les autochtones s'étaient alliés à un moment donné, une alliance un peu comme ça, un peu tendue, savoir qui est le vrai porte-parole de l'autre, enfin c'était assez complexe, les écologistes étaient plutôt dans un refus assez radical du projet. Donc à un moment donné, les autochtones ont dit non, nous on a besoin de ça parce qu'on n'a pas énormément d'opportunités économiques et si on arrive à avoir un certain contrôle minimal, en tout cas sur ce projet, ça vaut le coup de rentrer là-dedans. Donc c'est en ce sens-là. Donc ça ne veut pas dire qu'il y a une entente, complète, systématique sur le sens du mot. Je comprends l'enjeu politique qu'ils ont. Je comprends l'enjeu politique qu'ils ont, mais tout ce que tu nous jases depuis tantôt, c'est vraiment l'enjeu foncier, l'enjeu de la qualité de vie, de la protection de l'environnement. Il n'y a jamais de mesures compensatoires qui sont discutées. C'est vraiment, les mesures compensatoires sont vraiment juste sur le foncier parce que leur vision politique est plus importante. Non, ça c'est peut-être mon biais à moi aussi, c'est-à-dire que le foncier c'est un peu ce sur quoi je travaille depuis bien longtemps. Mais c'est vrai que quelque part l'entrée principale elle est quand même là en fait. Alors après, ça ne veut pas dire que l'environnement est un sujet complètement hors sujet, justement, quoi. Les gens se sont beaucoup mobilisés par rapport aux dégâts environnementaux créés par la mine. Alors la naissance du mouvement indépendantiste en Nouvelle-Calédonie, fin années 70, à certains endroits, c'est très très lié à une réaction vraiment de ras-le-bol contre la SLN, qui faisait quand même un peu n'importe quoi à l'époque-là. Donc non, l'enjeu environnemental est là. Je pense quand même que l'entrée principale, c'est quand même cette entrée de souveraineté, c'est-à-dire, souveraineté, c'est un terme un peu pompeux, mais c'est quand même ça, c'est une reprise de contrôle sur l'espace, et donc sur les ressources qui sont dedans. Donc ça, c'est la porte d'entrée des groupes locaux. En Nouvelle-Calédonie, c'est très très net. En Papouasie-Nouvelle-Guinée, c'est quand même assez net. Alors les enjeux environnementaux sont là aussi, parce qu'en Papouasie, il y a eu c'est quand même le pays où il y a eu les désastres environnementaux les plus radicaux, style Octeli, Grasberg, etc. Donc l'enjeu environnemental est là, il y a des demandes éventuellement de compensation, mais quand on voit le cas de Goro dont je parlais, au fond, ce qui a été discuté, négocié en premier, c'est les enjeux de sous-traitance, d'emploi, etc. Et le pacte est venu pour régler plus les questions environnementales, mais sur un mode assez soft. Donc il me semble quand même, et ce sera à vérifier de façon un peu systématique, mais il me semble quand même que l'entrée principale, elle est très politico-foncière, autour de ce contrôle sur les ressources, sur l'espace, en fait. L'autochtonie, c'est quand même ça, essentiellement, le discours de l'autochtonie, style discours onusien, c'est un enjeu de souveraineté interne, en fait. C'est-à-dire, on ne demande pas l'indépendance, parce qu'au Québec ou en Australie, on n'a pas les moyens. C'est une arme du faible, en quelque sorte. C'est quand le rapport de force est extrêmement inégal que l'autochtonie devient efficace. Et d'ailleurs, c'est très clair, en Nouvelle-Calédonie, l'autochtonie, c'est un argument très fort chez les Kanaks du Sud, parce qu'ils sont dans une situation ultra minoritaire, et les Kanaks du Nord, ils ne sont pas du tout sur l'autochtonie, parce qu'ils gouvernent la province, et ils ont 51% des parts dans l'usine, etc. Ils sont sur un autre registre, et l'autochtonie n'a pas... Ce qui est encore mieux, c'est qu'il y a des groupes autochtones au Nord qui se mobilisent contre la province, qui est gouvernée par des autochtones aussi. Mais ils mobilisent un registre de l'autochtonie, justement, dans un rapport de force un peu défavorable, pour dire non, dans notre zone, là, on n'est pas d'accord avec la voie de développement de la province Nord, par exemple.
Donc on voit bien que l'autochtonie, c'est ce type de... C'est pas l'autochtonie en général, mais c'est l'argumentaire autochtone, la demande de souveraineté localisée, la demande de contrôle sur les ressources, c'est vraiment dans des situations très, très inégales. Voilà, alors les deux derniers points, à ce rythme-là, je ne vais pas y arriver. Là. Mais c'est bien parce que les questions en cours de route, finalement, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure. Parfait. Les deux derniers points qui ressortent aussi de... Là, pour le coup, pas mal de... Il fallait pas toucher l'écran ? Voilà, ça fait peur. C'est tactile l'écran. C'est vrai, en plus c'est vrai. Vous êtes trop top là. Troisième point, la participation. Alors ça aussi, c'est pareil, c'est un outil très employé, c'est un artifice rhétorique très commun. Après, il faut se poser la question de comment ça marche. Et ce que je trouve intéressant, si on part d'une définition très, très simple de la participation, c'est en gros, c'est quoi la participation telle qu'elle est décrite là, et telle qu'elle est mise en œuvre par tous les bureaux d'études, ONG, etc. C'est, on crée un espace public artificiel, on met tous les gens qui ne sont pas d'accord sur un sujet dans cet espace-là, et puis ils doivent négocier, ils arrivent à un compromis à un moment donné. Je caricature un peu. Mais c'est quand même un peu ça. Et ce qui est important là, c'est l'idée qu'il y a l'idée de construction d'un espace public limité, relativement artificiel, temporaire souvent. Et on s'aperçoit que les gens, ils négocient pas forcément dans cet espace-là, parce que par exemple, ils peuvent estimer que rentrer dans cet espace-là, c'est déjà une façon d'accepter quelque chose sur lequel ils ont des gros doutes. Donc ils vont délibérément rester à l'extérieur, parce qu'ils ont un peu peur d'être instrumentalisés par un processus. Mais ils vont faire d'autres choses à l'extérieur. C'est-à-dire qu'il y a cette participation formalisée par différents outils de négociation, de consultation, les audiences publiques, tout ça. Et puis il y a une espèce de participation entre guillemets cachée, enfin elle est cachée si on n'a pas envie d'aller la voir, mais elle est facile à trouver, des gens qui vont se créer des espaces pour négocier à leur façon l'enjeu en question. Donc il faut faire très attention sur ces questions de participation, de ne pas oublier tout ce qui n'est pas formalisé, tout ce qui n'est pas formel, organisé, dans un cadre un peu visible. Et là l'exemple des formes du développement en Papouasie il est intéressant, parce que là on a un cas typique de bonne idée qui a un peu mal tourné. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est achetée pour autant. En gros, à partir de fin des années 80, donc il y avait déjà pas mal de très très gros projets miniers en Nouvelle-Guinée. Autour du projet de Porgera, qui est un des plus gros projets, l'État de la Papouasie a décidé de mettre en place un forum de discussion avec l'entrepreneur. On n'est pas du tout dans une forme de participation locale, etc. Mais l'idée, c'était on va essayer de clarifier en amont, avant que le projet démarre, les règles du jeu. C'était sur un projet particulier. Après, ce qui s'est passé, c'est que cette idée de forum du développement a été inscrite dans la loi minière de 92, et c'est devenu une obligation d'en passer par là. Et c'est devenu quelque chose de beaucoup plus sophistiqué, de beaucoup plus proche de l'idée de participation locale. C'est-à-dire qu'avant chaque projet minier, devait se mettre autour de la table l'État, les différents niveaux gouvernementaux, plus ou moins locaux ou nationaux, l'entreprise, éventuellement des représentants des propriétaires fonciers, etc., pour discuter des effets du projet, des effets possibles du projet, de la distribution de la rente, éventuellement de la distribution de prise de participation entre les différents niveaux gouvernementaux et aussi les propriétaires, éventuellement de tout le package développement qui peut accompagner un projet minier comme forme de compensation. Bref, une idée assez intéressante. C'est-à-dire, en amont du projet, on discute de ses effets environnementaux et surtout économiques. Alors ça a été mis en place, mais ce qui est intéressant de constater, c'est que malgré cette mise en place d'une idée intéressante, le fait de l'institutionnaliser, de la rendre systématique, obligatoire, etc., on a un cadre régulateur qui se met en place réellement. Par rapport à l'image, la Papouasie est à faible, etc., ça paraîtrait contradictoire, mais en fait, si, il est réellement faible, c'est-à-dire que après, on constate que les zones où ça a été mis en place et où des gros projets ont démarré, c'est quand même des zones qui restent des zones d'une violence extraordinaire. C'est-à-dire le taux d'homicide à Porgera, c'est à peu près le niveau de l'Irak, c'est-à-dire que Johannesburg, c'est une banlieue calme à côté. Inégalité sociale massive, etc. Donc on voit qu'il y a quand même un souci. Malgré ces choses qui se sont mises en place, qui ont existé réellement, on s'aperçoit de deux choses en fait. C'est que d'une part, au fond, l'État n'a pas les moyens de suivre tout ça. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a décidé de la répartition des bénéfices, etc., après, il faut pouvoir suivre, mettre en place, voir si ça se passe comme prévu, etc. Et ça non. Ça, l'État de Papouasie-Nouvelle-Guinée n'a pas les moyens de mettre en place un dispositif de suivi.
Donc ce qui a été dessiné n'est pas forcément appliqué, ou alors il est retraduit via des canaux clientélistes, etc. Donc ça reproduit des tas d'inégalités, ça crée du conflit, ça c'est pas du tout régulé. Et puis il y a un autre aspect qui me semble vraiment important, c'est qu'il y a un espèce de décalage, malgré ces forums qui essaient d'établir des règles du jeu, il y a un décalage très massif entre d'un côté il y a un projet qui arrive, c'est quand même un afflux absolument brutal et massif de ressources de tous ordres. Des nouvelles personnes qui arrivent, des nouvelles technologies, de l'argent, des emplois, etc. Et en face, on n'a pas les règles du jeu, en fait, parce que c'est trop massif, et que justement, il y a ce décalage entre afflux de ressources et absence de règles du jeu, qui crée vraiment cette situation de désordre fort, de risque de conflit important, etc. Voilà. Et puis le dernier point, c'est, on revient à cette idée d'enclave minière, c'est, j'ai dit au début, l'enclave elle est d'abord physique, c'est lié aux contraintes matérielles de l'exploitation minière. Elle peut être institutionnelle dans la façon de construire des ententes locales qui laissent l'État plutôt de côté. Il y a différentes façons de le faire. Le cas de Grasberg est intéressant, en fait. Là, on a Freeport, donc une multinationale américaine, texane. Eux, c'est très simple. Ils ont l'enclave minière, donc une espèce d'énorme mine en Papouasie. Et puis leur relation institutionnelle, c'était avec les plus hauts niveaux de l'État et des militaires, en particulier indonésiens, ce qui permettait de reproduire l'enclave matérielle en excluant de manière systématique toutes les populations locales, en les repoussant le plus loin possible via la corruption de la police locale, etc. Donc là, l'enclave, elle fonctionne comment? Au niveau physique, elle fonctionne de manière classique, une grosse mine avec son port privé. Et au niveau institutionnel, elle fonctionne via un branchement totalement clientéliste entre la multinationale et les plus hauts rouages politico-militaires, en fait. Ce qui permet de faire le vide autour et de reproduire l'enclave. Alors, ce qui est un petit peu décourageant, c'est qu'après le passage, la transition démocratique de 98, en fait, manifestement, les choses n'ont pas beaucoup changé. Donc, il y a un problème. Le cas de la Nouvelle-Calédonie de Koniambo, donc le projet de l'usine du Nord, c'est intéressant, c'est un cas très différent, parce que là, en fait, le branchement entre le projet minier et les institutions, il est beaucoup plus large, en fait. À savoir, c'est la province Nord, via une société qu'elle détient, qui est majoritaire dans le projet. Mine plus transformation du nickel, à 51%, et en face, il y a les 49% qui sont détenus par, c'était Xstrata, maintenant c'est Glencore. Donc là, on a une espèce de tentative de la part de la province nord indépendantiste, donc Kanak, d'ouvrir l'enclave en quelque sorte. C'est-à-dire de faire en sorte que le projet minier soit directement accroché à un projet politique plus large qui concerne l'ensemble de la province. Même si, évidemment, il y a une enclave physique, à savoir le lieu où on extrait le nickel, le lieu où on transforme. Alors, c'est pas aussi idyllique que dit comme ça, mais on voit qu'on a deux configurations extrêmement différentes. Et pour comprendre comment ça marche localement, il faut voir aussi comment le projet se branche ou se connecte, et à quel niveau de l'État, des pouvoirs publics, etc. Et de quelle façon. Est-ce que c'est sur un mode régulé et transparent, ou sur un mode totalement opaque et clientéliste, par exemple. Je ne sais pas combien de temps il reste. On va... 6 heures, ouais. Mais il faut qu'on laisse un petit peu de temps, je vais peut-être un petit peu accélérer sur certains points, et puis on gardera aussi pour le séminaire de demain les autres aspects. Tout ça, ça nous amène quand même au fait que l'anthropologie rentre à un moment donné, je le disais tout à l'heure pour les collègues ouest-africains qui au début travaillaient sur leur paillage, et puis après qui sont mis à faire de la consultance pour Rio Tinto, donc on change un petit peu de casquette. En Nouvelle-Calédonie, ces questions se sont évidemment aussi posées. Alors, juste un peu pour l'anecdote, mais le premier contact que j'ai eu avec la mine calédonienne, c'était à l'époque où j'étais pas encore en Calédonie, on a été contacté par CVRD, enfin le département relations avec les communautés, je crois, qui à l'époque était logé du côté, à l'intérieur du département communication, ce qui est très significatif du fait qu'il n'y avait pas une importance extraordinaire à apporter à cette question de relations, c'était avant les conflits. Bref, ils nous ont appelés pour nous demander si on pourrait faire une expertise sociologique, une espèce de carte sociologique du territoire où ils mettaient les pieds, parce qu'en fait, comme ils venaient de racheter Inco, ils connaissaient absolument pas la zone. Et là, on a commencé à discuter parce que l'idée dans l'ONG pour laquelle je bossais, l'association pour laquelle je bossais, c'était quel que soit le demandeur, on étudie, on rejette pas a priori parce que c'est une grosse multinationale, etc. Donc on a vu des demandes d'autres multinationales, style Total ou Areva. Donc là, c'était CVRD.
Et en fait, on s'est très vite aperçu qu'il n'y avait aucune marge de manœuvre. C'est-à-dire, c'était pas du tout une expertise sociologique sérieuse qui nous demandait. En gros, ce qu'ils nous demandaient, c'était de cartographier les leaders principaux pour voir après comment eux-mêmes pourraient négocier avec eux pour un peu les circonvenir en quelque sorte. J'ai pas dit corrompre, hein, mais circonvenir en tout cas. Donc on a refusé. Autre aspect que je trouve intéressant, et là c'est pas en direct l'anthropologie, c'est que Vallée, donc c'est Verdé devenu Vallée un peu plus tard, a eu des relations avec l'IRD à Nouméa, et il y a pas mal de chercheurs qui se sont impliqués, là pas du tout en sciences sociales, plutôt biologistes, géologues, etc., qui se sont impliqués dans toute une série de mesures environnementales avec comme objectif, qui est un objectif intéressant, c'était d'essayer de faire en sorte que les standards soient rehaussés. Donc on rentre dans une logique très vertueuse où Vallée a accepté ce jeu-là, etc. Mais ce qui s'est passé très rapidement, c'est que ça a créé des dissensions à l'intérieur de l'IRD entre les chercheurs sur ceux qui pensaient que c'était une façon de se faire acheter par l'entreprise, ceux qui restaient très puristes par rapport à ça, et ceux qui disaient non, il faut quand même mettre les mains dans le cambouis pour essayer de faire avancer les choses. Donc ça a eu des résultats catastrophiques, c'est-à-dire l'unité de recherche qui s'en occupait a totalement explosé, il y a eu des gros conflits, etc. Là, ce que je veux dire juste, c'est que là, on était entré aussi, moi je n'étais pas à l'IRD à l'époque, mais ils étaient entrés dans des relations très bilatérales, sans garde-fou en fait. C'est non institutionnalisé, c'est juste du contractuel pur, et ça c'est extrêmement dangereux. Et je pense que les accords locaux, ça peut aussi avoir cet effet-là, c'est que c'est des accords où il n'y a pas beaucoup de garde-fous. Et là, très typiquement, voilà, ça a eu des effets très destructeurs. Bon, là où l'anthropologie rentre en jeu, c'est que j'ai un doctorant qui travaille justement sur la manière dont la science est mobilisée dans ces controverses environnementales autour d'un projet minier, et ça permet de voir des choses intéressantes. Alors quand je suis arrivé en Nouvelle-Calédonie, voilà, c'était un petit peu la surprise, c'est le directeur des mines de la SCN, chouette, un anthropologue, c'est trop cool, on va vous financer un master et tout, j'étais un peu surpris. Et en fait, ça, bon, c'est une anecdote évidemment, c'est un type très intéressant et sympathique par ailleurs, mais c'était vraiment très typique d'un contexte qui était en train de changer aussi, avec une demande sociale de la part des mineurs, de la part des collectivités, de la part des ONG, autour d'un peu d'expertise sociologique ou anthropologique, parce qu'on sentait qu'il y avait un besoin, alors que 10 ans avant, c'était pas le cas en fait. Donc ça a reflété en fait un changement de contexte, et qui a abouti à deux choses intéressantes. Alors la première, j'en parlerai pas aujourd'hui parce que c'est en cours de négociation, mais une demande de la SLN de mettre en place un processus, alors il a à définir, mais disons de médiation sociale entre leur siège, donc à Nouméa, et des petites entreprises Kanak d'extraction minière qui sont en fait des sous-traitants de la SLN. Donc il y en a certaines qui sont nées de conflits, c'est-à-dire qui naissaient de revendications de Kanak disant nous on veut avoir notre entreprise, etc. D'autres sont nées de la part, enfin ont été suscitées par la SLN, mais la SLN cherche à, parce qu'il y a un décalage en fait, ou une discontinuité on va dire, entre le siège de la SLN et ces petites entreprises. C'est un peu un mode de fonctionnement un peu nouveau pour la SLN. Eux, ici, ont un intérêt parce que ça permet, via ces petites entreprises, d'exploiter des zones qui ne seraient pas rentables pour eux, en fait. Voilà, donc il y a une demande de médiation sociale. Et là, ce qui est intéressant, c'est la négociation autour de c'est quoi le statut de cette médiation. A priori, l'idée de la SLN, c'est une expertise classique. Et nous, ce qu'on leur a proposé, c'est que ce soit de la recherche. Et cette requalification recherche, une recherche très finalisée, hein, en fonction des termes de référence discutés avec l'entreprise, cette requalification, ça permet d'avoir des droits de propriété intellectuelle sur les résultats aussi, contrairement à l'expertise. Ce qui joue aussi sur le côté éventuellement plus transparent et plus public de ce qu'on pourra faire en fait. Et puis l'autre aspect que je trouve qui est encore plus massif en fait, c'est en 2008 ou 2007 a été créée une agence de financement de la recherche sur le nickel, financée par les industriels et les collectivités, et gérée au tiers par la recherche, les collectivités et les industriels, et qui définit des programmes de recherche sur le nickel, alors dans tous les domaines, technologiques, environnemental, social. Et ce qui est intéressant là encore, c'est par rapport à cette expérience malheureuse du début des années 2000, c'est que là, on est dans un cadre beaucoup plus institutionnalisé, où on n'est pas simplement dans du bilatéral chercheur-mineur, qui est toujours compliqué parce qu'on prête très vite le flanc à la critique de se faire acheter par. Même si les gens font bien leur boulot, même s'ils le font de façon extrêmement légitime et sincère et honnête, c'est très compliqué à gérer. Tandis que si on a une espèce d'une institution avec des règles du jeu à peu près claires, suffisamment transparentes, et en plus qui n'est pas financée uniquement par les industriels, mais aussi par les collectivités, ça permet de rentrer aussi dans la possibilité de faire des programmes de recherche. Alors, avec des termes de référence qui viennent aussi des industriels en fonction de leurs demandes, mais retraduites dans un vocabulaire recherche,
Ça permet aussi, mine de rien, via le conseil scientifique de cette institution, etc., de créer aussi des conditions d'un dialogue, au moins d'une compréhension mutuelle suffisante. Donc ça s'inscrit dans la durée aussi. Mais je pense que c'est une institution de ce point de vue-là intéressante. Bon, je vais passer ça, parce que sinon on ne va pas y arriver. Bon, ça c'était juste une description rapide de l'anthropologue par rapport à dans l'arène minière. Voilà, ça je l'ai plus ou moins dit. Ça on oublie. Ça aussi. Ouais, ça c'est l'ensemble des projets côté sciences sociales qui ont été mis en place via cette agence, le CNRT. Alors, juste pour arriver à une conclusion rapide, parce que ça nous laissera quand même un tout petit peu de temps pour discuter, il y a une première façon de voir cette relation industrielle-anthropologie. C'est une façon, là encore, très bilatérale. Se demander, pour les industriels, c'est quoi l'intérêt d'embaucher des anthropologues ou de lire ce qu'ils font. Donc, voilà, très clairement, il s'agit de gérer le risque social, d'augmenter l'acceptabilité sociale d'un projet en comprenant un peu mieux le terrain social où on met les pieds. Il y a aussi un côté contrôle de l'information, parce que le fait de rentrer dans des logiques plutôt d'expertise, ça permet aux industriels de garder la propriété sur ce qui est produit. Donc il y a quelque part le côté bilatéral, la gestion d'une forme d'opacité. On reste dans une logique d'enclave. Et au total, c'est ça, c'est obtenir ou maintenir un permis social d'opérer. Donc je dis de manière très simplifiée, évidemment. Et du côté de l'anthropologue, on peut voir aussi un intérêt, là encore, on est dans un intérêt un peu stratégique, quoi. D'une part, ce qui est intéressant, c'est que rentrer dans cette logique de travailler avec les industriels, ça permet d'accéder à des arènes ou à des lieux ou à des acteurs auxquels on n'a pas forcément accès facilement si on est juste anthropologue universitaire ou académique. Donc il y a un intérêt professionnel, rentrer dans cette logique de participation observante via de l'expertise ou autre. Après, ça renvoie à la question de savoir si on n'est pas en train de se faire encliquer, instrumentaliser aussi. Donc il faut faire attention à ça, y compris dans le cas du CNRT. Là, je remonte quand même très très rapidement en amont. Il y a sûrement moyen de faire plus vite. Le CNRT, c'est la partie là de l'arène minière. Donc c'est pas toute l'arène minière qui est présente pour discuter de la recherche. Tout ce qui est communauté locale, associations autochtones, leaders coutumiers, ONG, est en dehors de cette arène. Donc il y a quand même un risque aussi, là encore, de se faire instrumentaliser ou encliquer dans des questionnements qui sont plutôt ceux des collectivités et des firmes minières, et pas ceux des populations locales. Alors là, on se retrouve dans une position, en tant qu'anthropologue ou chercheur en sciences sociales, dans une position un peu délicate, parce que à la fois c'est intéressant d'être dans cet intérieur-là pour voir des tas de choses qu'on verrait difficilement autrement, et en même temps on se retrouve dans une position de porte-parole ou de pseudo-porte-parole, pas forcément très légitime, des gens qui ne sont pas dans cette arène-là. On est un peu leur porte-parole au sens où quand on fait des projets sur les enjeux dont j'ai parlé tout à l'heure, sous-traitance, gouvernance, valeur des lieux, etc., on fait remonter la parole des gens qu'on va interviewer, etc. Mais il y a quand même une limite à la légitimité d'être porte-parole de gens seulement via des résultats de recherche. Je pense qu'on n'a pas de légitimité à être les porte-parole des gens qui ne sont pas dans cette arène-là, donc se pose la question de l'inclusion d'autres groupes dans le CNRT. C'est une question qui se pose un petit peu actuellement, mais à mon avis, qui est partie pour être résolue par la négative. Et là, ça ne marche plus. Est-ce que c'est normal? Pendant que vous êtes là, j'aurais une question là-dessus. Oui, ça tombe bien, vas-y. Est-ce que c'est l'anthropologue qui a décidé que les firmes minières étaient modérées et que les communautés locales étaient des radicaux? Non, c'est pas ça, mais c'est parce que j'aurais pas dû, parce que là, il s'est produit un truc, il devrait pas du tout être là, modéré radicaux. Là, il y a un gros bug. Attends. Ah oui, il est carrément, il est tout bloqué. Attends. Voilà. Non, là, ça renvoyait, c'est pour ça que j'ai laissé la diapo là, ça demandait des explications. Ça renvoie au positionnement des anthropologues en fait. C'est-à-dire qu'il y a tout un positionnement d'anthropologues plutôt radicaux qui sont du côté de l'advocacy, du plaidoyer, et qui sont plutôt du côté des ONG, communautés locales. Certains estimant même que travailler, par exemple, enquêter auprès des élites industrielles ou auprès des industriels en général, c'est un risque d'encliquage, donc il ne faut absolument pas le faire. Et il y a d'autres qui ont une position que j'appelle plutôt modérée, qui disent qu'il faut rentrer dans une espèce de logique plutôt symétrique, c'est-à-dire aller enquêter tout le monde pour voir ce que tout le monde dit, comprendre les discours et les logiques de chacun des acteurs. Le risque d'encliquage, il est là encore, hein, mais en tout cas, voilà, ça renvoie à des débats à l'intérieur de l'anthropologie.
Et là aussi, c'est-à-dire que ceux qui sont plutôt du côté de l'advocacy sont tellement convaincus de leur légitimité qu'ils considèrent que les gens qui sont du côté des firmes sont forcément embedded. Alors c'est forcément un terme péjoratif, c'est genre le photographe dans les chars en Irak. Alors que d'un certain point de vue, eux sont aussi enchâssés dans un certain environnement social et ils en perdent aussi parfois une certaine vigilance en fait. Il y a des controverses très très lourdes d'anthropologie, en particulier en Australie, par rapport à la situation de Papouasie-Nouvelle-Guinée, justement sur ces différents positionnements. Ouais, c'est ça que ça voulait dire. Bon, ben là ça marche de nouveau, j'ai dit. Oui, pas d'angoisse. Donc pour finir, comme je disais plus haut, voilà, donc bah, ça me permet d'éviter de redire ça, c'est que vraiment, il y a soit on est dans des logiques très très positionnées, très situées d'un côté ou de l'autre, soit on essaie d'être plutôt dans une logique, et on considère que c'est possible, parce que ceux qui sont dans des positionnements très radicaux, ils considèrent que c'est pas possible d'être autrement, c'est-à-dire que soit on est d'un côté, soit on est de l'autre. C'est aussi lié à une analyse de la situation, c'est de dire le rapport de force est tellement déséquilibré qu'il faut absolument que je sois du côté du plus faible, en quelque sorte, pour un peu, à ma modeste échelle, rétablir un tout petit peu l'équilibre. Une fois de plus, c'est pas une position illégitime du tout. Et les gens, d'ailleurs, il y a eu des controverses où les gens ont pu bouger au cours du temps en fonction justement du rapport de force. Et à certains moments, on a l'impression que la situation est un peu moins asymétrique et qu'on peut être dans cette logique justement plus symétrique, etc. Puis à d'autres moments, on commence à être peut-être un peu excédé par certains comportements, soit de l'État, soit des industriels, et on penche de l'autre bord. Donc on peut évoluer aussi en fonction du contexte. C'est-à-dire que en fonction des moments, l'arène est plus ou moins polarisée. Il y a certains moments où il y a plus de dialogue, plus de négociations, plus d'accords, et puis d'autres moments où c'est très très radicalement opposé, quoi. Donc le positionnement qu'on peut avoir peut bouger en fonction de ça, quoi. Donc comme je le disais, pour finir, si on va un peu plus loin que cette logique un peu bilatérale, un peu simple, moi, ce qui me semble intéressant, c'est première chose, c'est que ces résultats de recherche, donc pas simplement les nôtres en Calédonie, mais plus largement, ce qui est intéressant, c'est qu'on est sur des sujets qui intéressent à la fois les chercheurs, mais aussi les politiques et les industriels. Une fois de plus, c'est question de valeur des lieux, c'est question de gouvernance, c'est question de comment ça marche le développement économique, par exemple la sous-traitance autour d'un projet minier. Tout ça, c'est des questions qui sont des questions de politique publique et aussi des questions de gestion entrepreneuriale. Après, la question, c'est dans quelle langue on traduit ces résultats pour que tout le monde se comprenne. Après, ce que je trouve intéressant, c'est peut-être l'apport qu'on peut avoir avec un regard qui soit un peu décalé, un peu, on va dire, extérieur, même si le terme n'est pas très bon. Extérieur, c'est au sens où, en étant chercheur, on a le temps de faire les choses aussi, on est payé pour ça. Et donc ça permet aussi de ne pas être pris dans cette espèce d'urgence permanente de l'expertise ou de la gouvernance d'une entreprise. Il y a deux points qui me paraissent importants. Je commencerai par le deuxième, c'est rappeler en permanence qu'il faut que les termes du débat soient élargis à la possibilité d'avoir un refus, par exemple, de l'exploitation minière. Et je ne sais plus qui a posé la question sur la Nouvelle-Calédonie, m'a dit parti, mais en fait, il y a des cas aussi de refus, c'est-à-dire qui peuvent être décidés au niveau d'une tribu, où il y a une municipalité en Nouvelle-Calédonie, pour le moment, ils disent non, nous on ne veut pas de la mine dans notre commune. Donc pour le moment, il n'y a pas du tout d'exploitation minière, c'est au niveau de la commune que c'est décidé. C'est pas pour justifier le refus, ou j'ai aucun point de vue sur la question en fait. Ce qui est intéressant, c'est que l'anthropologie peut apporter des éléments qui permettent de documenter pourquoi le refus est légitime. C'est-à-dire quand ça met trop en danger un mode de vie traditionnel, ou pas forcément si traditionnel que ça, mais en tout cas un mode de vie tel qu'il est vécu par les gens, et la mine va être trop contradictoire avec ce mode de vie. Donc il y a une légitimité dans ce refus. Aussi parce qu'il peut y avoir d'autres alternatives économiques, il ne faut pas non plus laisser... Donc il ne faut pas se laisser enfermer dans un débat, et le fait de documenter les autres possibilités parce que les gens font telle et telle chose, ont telle et telle stratégie, ont telle et telle façon de raisonner ou de comprendre la situation, ça c'est une contribution en fait qu'on peut faire en tant qu'anthropologue. L'autre aspect, c'est cette distinction entre le risque et l'incertain, puis toute cette question autour des normes, des règles du jeu. Il y a un terme qui est galvaudé à côté de l'acceptabilité, c'est risque social. Alors, on parle tout le temps du risque social, on ne sait pas très bien ce que c'est. Je sais parce qu'on fait un projet là-dessus, mais on sait toujours. Mais on saura à la fin, hein, c'est sûr. Mais il me semble qu'il y a une confusion, c'est-à-dire que quand un gros projet arrive quelque part et que les gens n'ont pas une grosse expérience de la mine et surtout ils voient un gros projet énorme qui arrive, ils ne sont pas dans le risque, ils sont dans l'incertain, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucune idée de ce que ça va donner. Être dans le risque, il y a un progrès. Il faut avoir ça en tête, c'est que passer de l'incertain au risque, c'est le moment où on n'est pas dans l'inconnu complet,
mais on commence à se dire, tiens, s'il se passe ça, il y a tel risque qu'il se passe ça, etc. On peut, en d'autres termes, on peut probabiliser. Quand on donne une probabilité, on est dans le risque. Quand on est incapable de donner une probabilité parce que c'est trop inconnu, on n'est pas dans le risque, on est dans l'incertitude la plus complète. Et en fait, les débuts de projet, c'est très ambigu après ce que ça donne sur le terrain, parce que ça peut être très conflictuel, ça peut être des refus radicaux, ou au contraire, ça peut être une acceptation. C'est pour ça que l'acceptabilité, c'est un terme un peu problématique. Ça peut être une acceptation parce que les gens ne se rendent absolument pas compte de ce qui va se passer. Et puis après, il y a le bouleversement qui arrive, et c'est là que le conflit naît, par exemple. Donc, ce moment d'incertitude forte, c'est vraiment un moment qui est, à mon avis, insuffisamment pris en compte. C'est un moment essentiel, quoi. Il faut gérer, il faut anticiper autant que faire se peut. Voilà, et puis le dernier point, c'est... moi, je l'ai dit plusieurs fois, donc là, je n'insiste pas, mais je pense qu'il faut vraiment sortir du bilatéral. Là, je suis un peu sur un mode plus normatif. Hein, j'enlève ma casquette de chercheur, en quelque sorte, mais c'est quand même lié au fait d'avoir vu les choses. Je pense que tout ce travail de médiation, d'accompagnement, auquel les anthropologues peuvent participer, mais ce n'est pas les seuls à participer à ce genre de travail, ça permet d'avoir un premier type de tiers, de gens extérieurs un petit peu. Tout ce qui a à voir avec les formes de participation, il ne faut pas se laisser enfermer dans ces participations formelles sans voir qu'il se passe beaucoup d'autres choses tout autour. Et que tout ce qui se passe tout autour va influer d'ailleurs sur ce qui se passe à l'intérieur des arènes qui ont été spécifiquement créées pour consulter et négocier, etc. Et une fois de plus, un tiers, ça peut être des experts ou consultants ou médiateurs plus ou moins extérieurs, pas forcément complètement extérieurs, on peut avoir des points de vue différents là-dessus. Ça peut être ce qu'on appelle la société civile, tout un réseau associatif et tout. Ça peut être aussi l'État et les différents niveaux du gouvernement. Mais je pense que la présence de tiers est essentielle, une fois encore, pour sortir un peu d'une relation qui peut être, qui est celle de cette logique d'enclave, mais là au niveau institutionnel. Voilà. Et donc on retrouve en fin de course, cette animation, c'est impressionnant. On retrouve en fin de course notre petit schéma, mais qui s'est un petit peu complexifié, ou en tout cas qui s'est un peu clarifié, peut-être, enfin j'espère en tout cas. C'est que notre enclave, on voit bien qu'elle n'est pas que physique, elle est institutionnelle, c'est-à-dire, une fois de plus, les ententes locales, c'est une façon de construire une enclave en écartant les tiers en quelque sorte. Elle peut être idéologique aussi, il y a vraiment tout un discours aussi sur les ententes, c'est ça qui est bien, etc. J'ai une toute petite anecdote, mais qui m'a fait sourire, je suis allé à un colloque sur des questions de responsabilité sociale d'entreprise dans le monde minier, etc., il n'y a pas très longtemps, et il y a un gars qui a fait une présentation sur un Chilien, en fait, sur un cas justement d'entente et de relations entre communautés et une industrie minière au Chili, et vraiment il présentait tout le processus, ça avait l'air super bien et tout, enfin, il n'y a pas de raison de mettre en cause d'ailleurs ce qu'il disait. Mais le truc qui était frappant, c'est que tout l'exposé, qui a duré 20 minutes, ou pendant 18 minutes, il nous a parlé de la relation entre les communautés et l'entreprise, et comment ils avaient petit à petit négocié, construit de la participation, abouti à un accord. Et puis à la fin, il a passé quelques photos pour illustrer, puis dans toutes les photos, il y avait des agents de l'État partout. En fait, l'État était là, en fait, le gouvernement, mais c'est ça la construction, l'aspect idéologique de l'enclave minière, c'est aussi ça, c'est une façon de construire une représentation de la relation mine-communauté locale qui est purement bilatérale, et d'où l'État serait absent. Mais il n'est jamais absent complètement, de toute façon. Alors il peut être absent de manière sélective, comme le dit Bonnie Campbell, là, une politologue de l'UQAM. C'est-à-dire qu'il est sélectif quand... Tiens, c'était quoi l'exemple dont on discutait tout à l'heure, là, sur la question des permis des consultations dans les permis d'exploration, ouais. La tendance à l'État provincial, en l'occurrence, de ne pas faire son boulot en matière de tout ce qui tourne autour des consultations sur les permis d'exploration et de laisser ça aux industriels qui finalement prennent en charge un truc qu'ils ne sont pas supposés prendre en charge parce que l'État n'est pas présent alors qu'ils pourraient le faire. Donc c'est une espèce d'absence sélective de l'État, mais elle n'est jamais totale. Voilà, et puis dans ce jeu-là, je pense que le rôle de l'anthropologie, il est double. Alors c'est pas deux rôles différents en fait, c'est dévoiler, ça veut dire apporter aussi une contribution de type recherche pour montrer des mécanismes, ce que j'ai raconté sur le foncier, etc. par exemple, ou sur la façon dont la sous-traitance s'organise, mais c'est aussi d'accepter aussi de rentrer dans un processus d'accompagnement, de médiation, donc de mettre un peu, une fois de plus, les mains dans le cambouis. Voilà, et puis le dernier point, c'est ça, c'est que il y a une espèce d'inflation sociale dans le langage de l'entreprise minière en ce moment, enfin pas que minière d'ailleurs. On parle de risque social, l'acceptabilité elle est sociale, la responsabilité elle est sociale, qu'est-ce qu'il y a encore ? Le permis il est social d'opérer. Et en fait, on a l'impression que justement, par rapport à cette logique d'enclave, l'industrie minière se fait déborder par le social. Donc il faut bien qu'elle fasse avec.
ce qui est une normalité en quelque sorte, mais c'est là que la question justement du tiers, que ce soit la société civile ou l'État, les deux à mon avis, est importante. Voilà, j'ai fini. Merci. Moi, j'étais un peu long, je suis désolé. Est-ce qu'il y a des questions? Je vous ai épuisé là. Val d'Or, on vous donne la priorité sur les questions. Est-ce que c'est une question locale? Oui, à Val d'Or, moi j'ai été d'abord très impressionné par la présentation. C'était très bien, très agréable à entendre, même à distance, comme ça, j'ai apprécié. L'idée de l'enclave, j'avoue que cette image de la mine qui s'installe, qui crée une enclave dans un milieu où elle vient s'installer pour la première fois, c'est une image très forte. C'est quelque chose qui doit certainement être peut-être même terrorisant pour certaines sociétés, certaines personnes. Est-ce que vous en avez parlé, mais j'aimerais ça que vous reveniez là, sur le côté là, un peu plus philosophique de l'enclave. D'où ça sort cette image-là que vous avez utilisée d'une enclave? Comme si un groupe vient prendre possession d'un territoire, l'arrache, s'installe. J'aimerais ça vous entendre un peu plus là-dessus. Bah alors, je ne connais pas bien toute la généalogie du terme, hein, mais je me mets à parler plus fort, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que vous êtes loin. Mais c'est un terme qui est employé par des géographes et c'est un terme qui n'est pas employé que par rapport à la mine, qui est employé aussi par rapport aux situations de développement. C'est-à-dire qu'il y a certains anthropologues qui ont observé qu'en fait, dans des pays, en particulier en Afrique subsaharienne, il y a des zones où il y a des projets, il y a des zones où il n'y en a pas. Comme l'État est très faible et n'a pas les moyens de créer les infrastructures, les services sociaux, etc. suffisants, c'est les projets de développement financés par l'aide extérieure qui font ce travail. Mais ils ne sont pas partout. Ce n'est pas un maillage systématique du territoire. Donc là encore, on a des enclaves, qui peuvent être des enclaves au sein d'une administration, c'est-à-dire telle administration financée par un projet, ou des enclaves géographiques, c'est-à-dire tel village qui a droit à un projet, puis celui d'à côté, il n'y a pas de projet, qui créent des décalages très forts. Par rapport à la mine, c'est aussi un terme qui est employé, mais depuis assez longtemps. Alors, une fois de plus, je ne connais pas bien l'origine, mais ça part juste d'un constat très simple, c'est que la mine, elle est localisée. Il n'y a pas le choix, en quelque sorte. Alors après, on peut changer d'endroit, mais globalement, elle est localisée. Donc, il se crée de facto, d'un point de vue matériel, physique, une enclave. Et ce qui était intéressant, c'était un peu de filer la métaphore pour savoir ce que ça voulait dire en termes institutionnels, politiques, idéologiques, en fait. C'est un peu ça l'idée. Et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est que cette enclave, elle n'est pas forcément que localisée. Il y a un aspect qui est intéressant dont je n'ai pas du tout parlé, c'est que l'industrie minière a aussi, en particulier les grosses multinationales minières, ont une très très forte capacité d'autorégulation à l'échelon global. C'est-à-dire, l'idée, c'est on crée nos propres règles pour ne pas se faire emmerder par les États. Je schématise un peu. Mais c'est quand même ça. Et là, c'est la reproduction d'une enclave, mais à un échelon institutionnel, régulatoire en quelque sorte, et à l'échelon global. Donc on n'est pas dans l'enclave minière localisée au sens matériel du terme, mais on est dans cette même logique de construction d'une enclave, de construction d'un monde qui soit suffisamment fermé, qu'on fait fonctionner au maximum en interne. Mais c'est au maximum, c'est-à-dire qu'évidemment la mine ne peut pas fonctionner toute seule. Donc il faut de la main-d'œuvre, il faut mine de rien des cadres régulatoires, il faut des fois que l'État donne un coup de main pour construire un aéroport, donc c'est jamais une enclave parfaite. Mais il y a cette idéologie de l'enclave qui est très présente, il me semble. Permettez pour conclure là-dessus. Est-ce que dans votre esprit, cette notion d'enclave, elle est temporaire dans le temps, ou c'est parce que la mine, bon, elle se découvre, elle se construit, à un moment donné, c'est terminé, on restaure les terrains, ils sont éventuellement utilisés à d'autres usages. Donc, est-ce que la notion d'enclave, elle est temporaire dans le temps? Après, si je prends l'exemple calédonien, la restauration des mines, comme les botanistes sont bien incapables de restaurer la végétation telle qu'elle était avant l'exploitation, donc la mine, elle va rester un peu bizarre par rapport à son environnement naturel, on va dire. Donc c'est clair que ça va avoir une durée très très longue. Après, on peut imaginer que la végétation se remette en place, mais c'est pas sûr complètement. Donc matériellement, ça a une durée très très forte. Après, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a une espèce de dialectique entre enclave et ouverture, en fait. Et ça dépend de comment fonctionne l'entreprise minière, ça dépend du rôle que joue l'État, s'il est très présent ou s'il est sélectivement absent ou totalement absent, s'il y a une société civile structurée ou pas, etc. Il y a tout un jeu de désenclavement, en fait, institutionnel qui est essentiel pour que la mine soit là aussi pour
pour servir la société dans laquelle elle s'inscrit en fait. Donc c'est un jeu complexe, mais cette logique d'enclave, à mon avis, il n'y a pas de raison, enfin si ça pourra changer un jour, j'en sais rien du tout, mais en l'état actuel des choses, il n'y a pas de raison que ça bouge, quoi. Par contre, la tension permanente entre enclave et ouverture, je pense que ça, c'est ça qui est le moteur en fait. Oui, Puisque vous avez parlé de l'anthropologue, de son rôle et tout ça, j'en suis pas un moi-même, là, mais je travaille avec des anthropologues, des sociologues et autres logues. Et je trouve qu'une grosse embûche qu'on a dans les travaux qu'on fait, c'est que par essence, les résultats de recherche qu'on a sont obtenus par des méthodes qualitatives. On fait des entrevues ou des choses comme ça. Des fois, c'est semi-quantitatif. Mais c'est perçu par les industriels, par le gouvernement au Québec qui penche plus du côté de l'industrie que de la communauté là, ces années-ci. Mais c'est perçu comme, c'est juste des perceptions justement, donc on peut en faire fi. Contrairement à toutes les recherches qui sont faites en sciences naturelles où, par exemple, ils vont mesurer le pH de l'eau, ben là, tu peux pas t'obstiner sur le pH, là, c'est un chiffre, puis c'est ça. Donc là, on arrive dans une communauté, on dit, depuis que la mine est là, par exemple, il y a des détresse psychologique, ou il y a ci, il y a ça, on se fait dire, ah oui, mais ça, c'est une perception, c'est pas nécessairement comme ça. Donc, comment vous naviguez à travers ça, là, le fait que c'est comme si le qualitatif, en quelque sorte, se battait contre le quantitatif? Ouais, enfin, ouais, on se bat pas contre le quantitatif, mais c'est vrai qu'il y a ce risque-là. Alors, ça dépend, une fois de plus, ce que je disais sur la Calédonie, je trouvais que ça m'a quand même frappé, c'est au milieu des années 2000, il y a eu un espèce de renversement et un intérêt pour les sciences sociales de la part des industriels. Alors, c'est un intérêt, une fois de plus, tactique, stratégique, ils sont pas là pour financer les anthropologues comme ça, quoi. Mais ils ont un intérêt, ça veut dire qu'ils ont un intérêt, ils savent très bien que les anthropologues, ils vont pas leur faire des tableaux de chiffres. Donc ils sont pas forcément aussi obtus que tu le dis. Mais par moment c'est non mais sans naïveté hein, mais je pense que il y a des moments où ça coince tout simplement. C'est-à-dire que effectivement le pH, la preuve c'est le chiffre du pH. La preuve anthropologique, c'est s'il y a un conflit, d'un certain point de vue. Je schématise un peu, mais c'est quand même ça aussi. Donc dès que ça se met à coincer, que face à eux il y a des gens qui s'organisent, qui se structurent, mais qui en même temps ont un vocabulaire qui n'est pas forcément directement compréhensible, ou un argumentaire qui est tellement éloigné culturellement des propres perceptions, parce que les perceptions, on les rabat toujours sur les populations locales, les industriels comme l'État, tout le monde fonctionne sur la base de perceptions. Il y a une espèce d'opposition, là, c'est un terme aussi, on se bat contre des moulins, c'est des mots en fait, les moulins. Donc il y avait acceptabilité, développement durable, maintenant on va passer à perception. Et moi, l'emploi de perception, c'est toujours une espèce d'opposition entre perception et fait. Il y a l'objectif, le subjectif. C'est pas comme ça que ça marche, quoi. Les perceptions, c'est ça. Les perceptions, c'est quoi? C'est que je perçois des choses, c'est que c'est informé par mon histoire, ma compréhension, mes connaissances, etc. C'est pas une espèce de truc comme ça un peu mou, quoi. Et tout le monde fonctionne comme ça. Les industriels aussi ont des perceptions, heureusement, quoi. Donc, mais en tout cas, ouais, pour répondre à la question, je pense qu'effectivement, il y a cet argument de comment dire, merde, je trouve pas le mot. En tout cas, un peu de stigmatisation, dire vous êtes dans le qualitatif, ça nous intéresse pas. Mais il est très clair que ce soit les collectivités ou les industriels, ils n'emploient pas tout le temps l'argument là, parce qu'à certains moments, ils ont besoin aussi de qualitatif. En gros. Mais effectivement, il y a aussi une tendance à préférer avoir des évaluations qui vont correspondre au système qu'on a voulu monter, donc à laisser de côté ce qui ne rentre pas bien dans l'évaluation, etc. Mais y compris du quantitatif. Hein. Le taux d'homicide à Porguera, c'est pas du tout dans les rapports de l'entreprise multinationale qui gère Porguera. Eux considèrent que c'est de toute façon les papous, ces espèces de sauvages, ils se battent depuis des lustres, donc ils vont pas arrêter. Nous, on n'a rien à voir avec ça. Il est évident qu'ils ont à voir avec ça. Mais ils peuvent très facilement balayer ça. Et là, c'est pas le quantitatif ou qualitatif qui joue, hein. C'est le sujet, ouais. C'est leur perception, voilà. Le choix des variables. Je pense qu'on a perdu tout le monde. Ah ouais, là, c'est déprimant, là. C'est ça, entre nous. On n'a pas vraiment abordé aussi l'aspect des médias dans toutes les discussions entre la mine, la société et l'anthropologue. À quel point est-ce qu'il y a un rôle, un lien qui se crée entre tous ces tissus-là?
Bah, ouais, là, non, mais c'est un point important, ça, je suis d'accord. Dans, justement, les anthropologues un peu, entre guillemets, radicaux, qui sont plutôt du côté des ONG, souvent, ils sont dans l'idée qu'il faut construire des alliances entre leaders locaux, autochtones, anthropologues, ONG, éventuellement spécialistes du droit, parce qu'il y a tout un appui juridique aussi, parce qu'on est dans un monde où le droit est de plus en plus prégnant. Et effectivement, il y a les médias, éventuellement. Alors, les médias, bah, ça dépend. Il y a certains médias, je vois la presse en Nouvelle-Calédonie, bon, elle est assez peu pluraliste, donc il y a un quotidien, qui est plutôt anti-indépendantiste, plutôt de droite, etc., mais qui relaie de façon pas trop biaisée ce qui se passe sur la mine. Voilà, ça dépend, et je pense que les radios locales, etc., peuvent avoir un rôle extrêmement important d'amplification de messages en particulier, quoi, de diffusion d'informations, etc. Mais moi, c'est un sujet sur lequel j'ai pas travaillé, parce que c'est pas en Nouvelle-Calédonie, c'est pas un enjeu central en fait, parce que ça, voilà, c'est pas extrêmement mobilisé de façon très forte, mais en tout cas oui, donc que ce soit une bonne question et que je m'en sois pas occupé là et que ça existe et que ce soit traité par certains justement, donc il n'y a aucun doute là-dessus. Ouais. Mais ça peut jouer dans différents sens, quoi. Les médias peuvent être, ça dépend à qui appartient les médias, appartient le média en question aussi, quoi. Ça peut jouer, quoi. Parce que ça peut être justement un acteur qui peut être impliqué par le milieu, jusqu'à par un professionnel comme vous, pour se servir d'un média ou vice-versa. Bah, en tant qu'anthropologue, il y a peu de choses. Enfin, le seul truc que je peux faire, c'est me faire, bon, ça peut arriver, faire passer des messages en étant invité à une émission à la télé calédonienne, ça peut arriver. Faire une conférence, être interviewé. Après, utiliser de façon beaucoup plus instrumentale les médias, personnellement, j'ai pas suffisamment de poids pour faire des choses comme ça. Après, je pense que ça peut être envisageable si on rentre vraiment dans une logique d'alliance, c'est-à-dire s'il y a vraiment un enjeu politique ou quelque chose qu'on veut faire avancer, on se met en alliance avec, une fois de plus, des ONG, etc., et éventuellement avec certains médias dont on sait qu'ils vont relayer un certain type de discours. Donc des médias militants, en fait. Ouais. Vous aviez une diapo où vous résumez les avantages ou l'intérêt des minières de faire appel avec les anthropologues, les avantages ou les risques pour l'anthropologue. Ouais. Mais il n'y avait pas, et je m'attendais à ça, de voir pour les communautés locales avantages, intérêts, risques. Oui. Il y aurait quoi? Il y aurait eu quoi sur cette diapo-là? Je vais remonter à la diapo pour voir. C'est ça qu'on parle de la même. Ouais, c'est ça là. Ouais, ouais. J'aurais vu une diapo suivante, intérêt pour la communauté, le milieu, la population. Là, c'était l'intérêt, c'était la relation industrielle-anthropologue, ce serait la relation anthropologue-communauté, quoi. Bah, je pense que l'intérêt, il y a des cas qui existent, l'intérêt pour les communautés locales, c'est ça peut être une espèce d'effet d'amplification ou de légitimation d'un discours. C'est si le discours qu'on porte en tant que communauté est relayé par des scientifiques, mais là, c'est pas que les anthropologues, ça pourrait être aussi sur des questions environnementales, des biologistes ou autres, ça peut apporter une légitimité supplémentaire à ce discours-là. Après, c'est compliqué parce que la relation de l'anthropologie avec les communautés autochtones, c'est une relation difficile. L'anthropologie a des origines coloniales fortes, bien connues. Je ne veux pas dire que les anthropologues étaient des colonialistes forcenés, mais globalement, les origines de l'anthropologie sont très nettement là. Et dans le mouvement d'émancipation, déjà les mouvements des indépendances post-Deuxième Guerre mondiale, il y a beaucoup de pays d'Afrique, etc., où le terme d'anthropologue a disparu des organigrammes universitaires, on mettait sociologue, pour éviter cette connotation. Bon, après, c'est la même discipline au fond, mais l'origine coloniale de l'anthropologie faisait que c'est un terme qui a été relativement banni à une époque, et on retrouve un peu cette même difficulté du côté des communautés autochtones qui regardent toujours, très souvent en tout cas, les anthropologues comme des agents. C'est aussi l'image de l'anthropologue, c'est un homme blanc, en gros. Alors maintenant, ça a peu changé quand même, mais moi, je suis un mauvais exemple que ça aurait changé, évidemment, mais il y a ça, quoi. Il y a une relation d'origine coloniale. Alors, une fois de plus, ça ne veut pas dire que les anthropologues maintenant le sont, il y en a plein qui ne sont pas du tout sur ce genre de positionnement, mais ça rend c'est un problème de légitimité à être le porte-parole d'un groupe. C'est-à-dire que, d'ailleurs, c'est un vieux débat de l'anthropologie coloniale années 40 en Afrique, où il y a eu un gros débat et un très très conflictuel entre les leaders africains qui œuvraient vers l'indépendance et les anthropologues britanniques, où chacun prétendait qu'il était le bon porte-parole des populations rurales, en fait.
Les leaders politiques, parce qu'ils disent, bah, nous, on est du même peuple, donc on est légitime comme porte-parole. Et vous êtes des anthropologues blancs, etc., donc vous êtes des coloniaux, vous n'êtes pas légitimes. Et inversement, les anthropologues disant, mais nous, on travaille dans ce monde rural depuis très longtemps, et vous, leaders, vous êtes totalement acculturés, vous vivez en ville, vous avez étudié en Angleterre, donc vous n'êtes pas beaucoup plus légitimes. Bon, évidemment, les anthropologues étaient... Bon, il y en avait peu qui disaient ça de façon aussi caricaturale, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un conflit de légitimité à être le porte-parole. Et on retrouve cette même question-là. D'ailleurs, ça crée aussi une situation qui est extrêmement intéressante pour l'anthropologie, si on arrive à sortir du côté conflictuel, c'est que d'un seul coup, on est lu, on est écouté, alors on est forcément critiqué aussi. Après, là où ça devient compliqué, c'est quand il devient quasi impossible de faire du terrain, en fait. C'est une situation, moi j'ai des collègues qui travaillent en Nouvelle-Zélande, et chez les Maoris, il y a tellement d'autorisation et de réticence à voir arriver des anthropologues non Maoris, mais y compris des anthropologues blancs néo-zélandais. Enfin, c'est très compliqué. Donc là, ça rend les choses vraiment compliquées, mais au point même que même les anthropologues Maoris sont un peu fatigués d'avoir des difficultés à faire eux-mêmes du terrain au sein de leur propre communauté, parce que en tant qu'anthropologues, ils sont déjà regardés d'un drôle d'œil. Voilà. Mais en tout cas, ça renvoie au débat plus général de la légitimité. Donc voilà, il y a des avantages qu'on peut imaginer, ce que j'ai dit, en fait, sur le fait que des anthropologues travaillent avec des communautés locales, mais en même temps, la relation est compliquée pour des raisons historiques. En fait. Ici, il y a la possibilité que les industries minières peuvent recruter les anthropologues. Donc là, je me dis qu'elles vont se trouver dans un dilemme. Qu'elles vont faire satisfaire la mine ou la société. Quelque part, est-ce que le rôle d'un anthropologue se limite pas de temps, puisque moi je dis, peut-être qu'on va se limiter à la phase d'avant-mine, puis après, est-ce qu'il va prolonger de temps, peut-être ça s'arrêter. Non, alors la première question, il y a plein d'anthropologues qui travaillent pour l'industrie minière, et donc ils négocient toujours. Moi j'ai un bon copain, là, Nick Bainton, qui est à la fois qui a un statut universitaire, il travaille pour Newcrest en Papouasie-Nouvelle-Guinée, sur les questions de médiation, relations communautés, etc. Mais il arrive grâce au fait qu'il a quand même un petit pied à l'extérieur de l'entreprise, il arrive quand même à gérer une marge de manœuvre qui lui permet de continuer à publier, mais il faut obtenir les autorisations de son entreprise à chaque fois, mais il y arrive plutôt bien. Mais en même temps, effectivement, il y a des moments où un dilemme se pose et c'est pas du tout évident. Il faut savoir. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure sur l'expertise que nous proposait Vallée. Là, c'était facile à régler parce qu'on voyait que les dés étaient totalement pipés dès le début. Mais des fois, c'est pas si évident que ça. Donc, je rentre dans un truc et puis. Je suis étonné parce que vous parlez de créer un espace artificiel et de mettre les différentes parties qui ne sont pas d'accord. Non, mais ça, c'était un peu une représentation caricaturale de la participation, mais c'est quand même un peu ça. Ce qui était important, c'est pas tellement de mettre tout le monde autour de la table, c'est cette idée de création d'un espace public un peu artificiel, en fait, et temporaire. C'était ça ce sur quoi je voulais insister. Après, que le travail des anthropologues s'arrête à un moment donné, non, je suis pas sûr. Je pense que ça peut être n'importe quand dans le cycle. Je pense qu'il y a un truc qui est essentiel, c'est le moment où les mines ferment. Et là, c'est comme les projets de développement, la fin des projets, ce qui se passe après, tout le monde s'en tape, et la fin des mines, c'est pareil, quoi. Je caricature là encore, mais c'est un sujet un peu complexe et un peu négligé, en fait, à mon avis. Si, normalement, il y a ce genre de clause, oui, bien sûr. Ouais. Bien, merci beaucoup. C'est moi. Et à vous, merci. Ça fait vraiment. Merci de votre patience et pour les questions aussi. Ah, je sais pas.